Bonsoir à tous. Bonsoir également à ceux qui nous suivent sur Internet ou via les réseaux sociaux. J'ai le plaisir ce soir, accompagné de Catherine Rongière, de vous présenter cette table ronde qui s'intitule « Santé connectée, faites gaffe aux GAFAM ». Vous remarquerez le petit jeu de mots sur faire gaffe aux GAFAM. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait présenter cette table ronde de manière un petit peu originale. Alors on pourrait peut-être le faire à la façon d'un film américain, évidemment, avec des gros budgets. Un film américain, alors si j'avais préparé ça en avance, j'aurais demandé qu'on me mette un petit son un petit peu angoissant pour faire le teasing du film, mais on va faire sans. C'est un film qui va parler de créatures qui portent des noms différents selon qu'elles soient sur le continent européen, surtout américain et asiatique. Alors on peut l'appeler parfois GAFAM, hein, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Tantôt on l'appelle également les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Ou alors, si on va plutôt du côté chinois, c'est Batix, hein, c'est Baidu, Alibaba, Tencent, Uber. C'est ce qu'on appelle les géants du web. Vous imaginez bien que donc ce film va vous parler de géants, d'êtres absolument titanesques, qui sont obèses. Hein. Ils sont obèses, bon, c'est un film américain, donc nécessairement. Facebook, c'est 3 milliards d'individus. Hein, donc plus d'un être humain sur 4 qui est sur Facebook. Sur Facebook toujours, c'est 71 milliards de photos. Hein, qui appartiennent à Facebook. Gmail, c'est plus de 1,5 milliard d'individus qui ont un mail sur Gmail. Amazon Prime, hein, on pense tous être chouchoutés par Amazon, mais nous sommes 100 millions à être chouchoutés par Amazon. Donc ce sont des géants qui sont à la fois obèses, mais qui ne sont pas seulement obèses, ils sont affamés. Ils sont affamés puisqu'en 20 ans, eh bien, les GAFA sont devenus les plus grandes capitalisations du monde. Une capitalisation de 1000 milliards. C'est-à-dire qu'à eux 5, en termes de capitalisation, ils sont plus valorisés que le PIB de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne ou de la France. Non contents d'être affamés, ils sont également ambitieux. Les ambitions de Facebook sont de réunir absolument tous les individus de la planète dans un seul et même réseau social. Et Google, à lui tout seul, représente déjà 90% des requêtes sur Internet dans le monde. Ils sont également affranchis, au sens qu'on lui connaît dans les films. Hein. C'est-à-dire que, d'abord, ils nous font croire que c'est une utilisation gratuite. Alors, comme dit l'adage, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. Ils ont le monopole et ne s'en cachent pas forcément. Ils ne sont pas nécessairement imposables puisqu'ils se délocalisent. Ils sont affranchis, mais ils sont goinfres aussi. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'énormément de choses et leur nourriture est essentiellement représentée par des datas. Alors, ça peut être nos choix, nos goûts, nos préférences. Ce sont également des prédateurs, puisque un peu partout, les applications, les choses qui sont créées peut-être en Europe ou ailleurs, sont rachetées à coût de millions ou de milliards par ces géants que rien ne semble pouvoir arrêter. Et puis là, on pourrait faire un travelling avant et se rendre compte que ces géants, ces espèces d'ogres titanesques, tournent la tête et regardent du côté de la médecine et de la santé. Et là, on tombe tout de suite dans un film un peu plus angoissant. Apple se lance dans l'application santé. Il y a le Health Kit que tout le monde connaît, hein, dans nos smartphones ou dans l'Apple Watch. Il y a des partenariats avec des assurances. Il y a Amazon notamment qui travaille avec les livraisons de médicaments. Il y a Google avec Verily et Calico, qui sont des entreprises qui ne se cachent pas d'avoir des ambitions en termes de santé. Alors bien entendu, c'est un film américain, donc là je vous l'ai présenté avec un petit peu d'emphase et peut-être avec un élan un peu catastrophiste, c'était simplement pour faire un peu de teasing. Mais ce soir, nous avons l'honneur de réunir une très belle table ronde pour justement peut-être dédramatiser ou nous apporter des éléments de connaissance plus objectifs sur ces géants d'Internet qui de temps en temps peuvent être amenés à susciter de l'inquiétude, notamment lorsqu'ils font des objets connectés ou qu'ils s'intéressent de plus près à notre santé ou à notre médecine qui nous est si chère. Je vais commencer les présentations par David Gruson, qui prendra la parole en premier car malheureusement il doit nous quitter à 19h45. David Gruson, qu'on a déjà écouté ce matin, qui est un ancien élève de l'ENA et de l'École des hautes études en santé publique, qui a exercé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine de la politique publique et de la santé. Il a été également conseiller du Premier ministre en charge de la santé et de l'autonomie et directeur général d'un CHU à La Réunion. Il a également fondé l'initiative Éthique IA sur la régulation positive de l'intelligence artificielle et de la robotisation en santé. Il a également copiloté, et c'est
en ce sens-là qu'il nous parlera aussi peut-être, le travail diligenté sur les questions du Conseil consultatif national d'éthique, représenté également ce soir par M. Delfraissy. À sa droite, Enguerrand Abran, qui est directeur du Fonds Recherche et Innovation, qui a pour mission de promouvoir et de conduire et d'accompagner l'innovation en matière de santé. Très féru d'intelligence artificielle, son expertise sur ces domaines-là nous sera très utile. À sa droite, Nathalie Devilliers, qui est professeure associée en droit numérique à Grenoble, qui est membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur la responsabilité et l'intelligence artificielle et dont la recherche se focalise aussi sur le droit aux nouvelles technologies. Laurent Schmoll, qui est docteur ORL, un chirurgien, qui est bien connu à Strasbourg pour avoir lancé un certain nombre d'applications tout à fait innovantes. Il est créateur du Smartoscope, qui regarde les tympans. Il est président de Nemo Health, de TokTokDoc, dont on entend beaucoup parler, et de Inside. Et enfin, Jean-François Delfraissy, qui est professeur des universités. Depuis 2017, il est président du Comité consultatif national d'éthique. En 2019, il a reçu le prix d'honneur de l'INSERM. Et depuis 2017, il est également président du think tank Santé mondiale 2030. Donc merci à vous tous d'avoir répondu présent ce soir. Et je laisse tout de suite la parole à David Grezon. Écoutez, merci de votre invitation à nouveau. Merci à Israël Nizan, à toute l'équipe du forum, et pardon de la discourtoisie de devoir vous quitter un peu plus tôt, mais j'en ai pas trop de regrets non plus, parce que vous allez tout de suite comprendre que les autres intervenants sont bien plus qualifiés que moi pour vous parler soit du fond de la matière, comme mon voisin de droite, soit et comme le docteur Schmoll, soit comme pour sa régulation éthique et juridique avec Nathalie et puis avec mon président bien-aimé, le président Delfraissy. Moi, je me contenterai peut-être en quelques minutes de mettre en lumière quelques points de paradoxe peut-être, et puis d'expliquer quelle était la réflexion sectorielle dans le contexte de la préparation de la révision de la loi de bioéthique. Petit point de paradoxe, hein, vous l'avez dit, les GAFAM et ou les BAT chinois font peur, et pourtant il y a un paradoxe comportemental, c'est qu'on ne les a jamais autant utilisés et on ne les a jamais perçus comme étant autant utiles dans les services qu'ils nous apportent. Ce constat-là, il doit se recouper sans doute, parce qu'on observe dans la société, avec la chaire santé de Sciences Po, on fait avec Odoxa un baromètre santé récurrent, où on pose des questions à nos concitoyens. Il y en a une qu'on pose comme ça, qui est entre la protection de vos données et l'efficacité du service médical rendu, qu'est-ce que vous privilégiez? Il y a 3 ans, vous aviez 2/3 des Français qui privilégiaient la protection de la vie privée, et aujourd'hui, vous avez 2/3 des Français qui privilégient l'efficacité du service médical rendu. Parce qu'on s'est tous habitués à faire ce genre d'arbitrage dans notre vie de tous les jours, d'une certaine manière à mettre le mouchoir sur notre vie privée, sur nos données, pour accéder à un certain nombre de services avec une logique utilitariste. Moi, le premier, quand j'ai accès à des arbitrages de ce type-là, ça m'arrive d'avoir un temps de culpabilité, peut-être vous aussi, mais au fond, vous avez soit l'accès à la plateforme de séries télé, soit mettez-vous dans la situation qu'on évoquait un petit peu ce matin, où si vous étiez confronté à un risque médical majeur et que vous avez un algorithme de diagnostic plus efficace qu'un interlocuteur humain disponible dans un autre pays, mais pas sur le territoire français, et que vous étiez confronté à un risque majeur, un risque grave comme le cancer, qu'est-ce que vous feriez? En tout cas, moi, je pense que j'enverrai mes datas pour accéder au diagnostic rapide. Est-ce que pour autant je suis condamnable? Oui, individuellement. Est-ce que je le suis au regard de l'innovation telle qu'elle se déploie? Et c'est là où on arrive dans le cœur du sujet. Faites gaffe aux GAFAM, dans la mesure où on serait, nous, et je le mets évidemment par la formulation négative, dans un écosystème où on aurait à se protéger de l'innovation qui vient d'ailleurs. Parce qu'en fait, vous avez remarqué dans l'énumération auquel a procédé Aurélien, vous n'avez pas de géant du numérique européen. Il y en avait, il n'y en a plus. C'est un constat factuel, ce n'est pas un constat
très anciens d'ailleurs. Il y a une quinzaine d'années, vous aviez toute une série d'opérateurs numériques européens dans le domaine de la micro-informatique ou dans le domaine de la téléphonie mobile, mais de fait, aujourd'hui, les géants du numérique, en tout cas en termes de capitalisation, ne sont pas sur le continent européen. Donc il y a un enjeu qui est à la fois un enjeu éthique et un enjeu de développement industriel. Et c'est un peu le sens de la réflexion qui a été celle du comité consultatif d'éthique dans la préparation de la révision de la loi de bioéthique, qui est un peu l'idée d'une régulation positive. Dans un environnement où il y a déjà un cadre très protecteur, le plus protecteur au monde sur les données de santé, qui est le règlement général sur la protection des données, la réflexion c'est n'en mettons pas trop en plus, parce que si on en met trop en plus, on va faire en sorte que l'innovation se déploie dans un cadre hors de l'Europe et dont on ne pourra pas maîtriser le caractère éthique a priori. Et on voit, mais ça peut-être Nathalie aura un point de vue plus éclairé que le mien sur ça, c'est que la règle de droit est aussi une règle à l'aune de laquelle on peut peut-être juger le comportement de ces opérateurs. Ils ne sont pas tous monoblocs, ce n'est pas tous les mêmes. Ils ont à appliquer un cadre et certains le respectent, d'autres moins. Et on s'aperçoit qu'il y a une certaine compliance de ces acteurs-là à nos règles. Certains s'y plient, d'autres les contournent, d'autres les évitent. Alors, est-ce qu'ils le font parce qu'ils croient dans les principes éthiques, philosophiques sous-jacents à ces règles ou parce qu'ils ont un intérêt pour le marché européen comme marché économique? Sûrement les deux, plus l'un ou plus l'autre. Ça, on peut avoir des points de vue différents, les aura peut-être. Mais factuellement, on constate que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, vous avez un certain nombre d'acteurs qui s'y plient. Et puis, autre paradoxe, faites gaffe aux GAFAM ou aux BATX peut-être, mais d'abord, faites gaffe à vous-même, faisons gaffe à nous-mêmes et à ces comportements que nous avons nous-mêmes, d'avoir recours à ces services de manière indistincte. Le service qui vous dit voilà le RGPD, est-ce que vous le respectez? Vous appuyez OK pour accéder tout de suite en déroulant le téléphone mobile sur ça. Vous avez aujourd'hui 150 000 de nos concitoyens qui ont envoyé leur génome par des interfaces numériques pour procéder à des tests génétiques hors du périmètre européen. Donc finalement, le risque associé au GAFAM ou le risque éthique s'il existe, il est aussi d'abord principalement alimenté par nous. D'où la notion d'essayer de définir un cadre de régulation approprié. Donc sur le champ des données de santé, c'est le RGPD. Sur le champ de l'IA en santé, c'est maintenant l'article 11 ou le futur article 11 de la loi de bioéthique tel qu'il a été adopté par le Sénat. Alors, pas tout à fait dans les mêmes termes, mais en tout cas sur les mêmes principes sur le fond, avec deux notions nouvelles, deux normes nouvelles introduites. D'abord, l'information du patient sur le recours à l'intelligence artificielle dans sa prise en charge. Voilà un premier critère de jugement de ces géants du numérique. Est-ce qu'ils procéderont à la bonne information du patient sur le recours à leurs solutions dans leur prise en charge? Et le deuxième principe plus nouveau, la garantie humaine de l'intelligence artificielle, la mise en place d'une supervision par les professionnels et par les patients. C'est un principe général qu'on peut rendre plus dur en pratique, par exemple aller jusqu'à soumettre les résultats d'un algorithme à un deuxième avis, à une relecture a posteriori d'échantillons de cas traités par l'IA. Ça, c'est la version la plus exigeante du principe de garantie humaine. Et ça peut être aussi un autre critère de jugement des comportements de ces géants du numérique. Est-ce qu'ils accepteront de s'y soumettre? Et là aussi, il faut sans doute avoir un petit temps de recul, peut-être sortir du jugement de valeur et des raisons pour lesquelles ils se plieraient à ce cadre-là. Là, on est dans le domaine de la philosophie, de la morale. Mais il y a quand même déjà un premier critère pratique, comportemental. Acceptent-ils de jouer d'ores et déjà aux règles qu'on s'est déjà fixées en Europe? Accepteront-ils de jouer les nouvelles règles que l'on impose? Et puis, dernier point, j'en terminerai par là. Il y a aussi un troisième critère, c'est une fois qu'on a posé ça, il y a des éléments de stratégie industrielle. C'est-à-dire que quand bien même ces acteurs-là accepteraient de se plier complètement à un cadre juridique et éthique tel qu'on le souhaite en Europe,
il n'est sans doute pas souhaitable d'imaginer que même si ces opérateurs étaient parfaitement éthiques à 100%, ce qui, on le sait tous, n'est pas le cas, qu'on ne dispose pas de capacité de production technologique propre sur le territoire européen. Parce que vous avez un dernier paramètre qui est, je pense que vous en avez fait l'expérience comme moi, si vous avez recours à Uber les jours de grève à Paris, vous vous apercevez que le tarif n'est pas homogène. Si vous n'avez pas la maîtrise de la technologie et si vous ne la produisez pas sur le sol national, ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise du tarif. Et si on n'a plus la maîtrise du tarif de l'innovation dans notre système de santé, ça veut dire qu'on n'en maîtrise plus l'équilibre, qu'on ne maîtrise plus le niveau de ce qu'on rembourse et qu'on ne maîtrise plus le principe de solidarité à la base de l'assurance maladie. Donc il y a bien un enjeu industriel propre qu'il faut aussi défendre. Enguerrand-Abran, est-ce que la France est vraiment tellement en retard? On entend parler de la French Tech. Est-ce qu'on ne peut pas faire le poids face aux Américains ou face aux Chinois? Alors, dans le domaine de la santé, si. Déjà, il faut, vis-à-vis des GAFA, déconstruire toute une mythologie. Parce que c'est surtout là-dessus qu'ils sont très bons. Ils maîtrisent les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est évident qu'ils communiquent extrêmement bien. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez probablement tous entendu parler du fait qu'ils ont battu le meilleur joueur au jeu de Go. C'est Google qui l'a fait. Alors en fait, c'est pas du tout Google qui l'a fait. Google, ils ont essentiellement fait la campagne de communication. Qui vous a fait croire que c'est Google qui l'a fait? Pourquoi je dis que c'est pas Google qui l'a fait? Déjà parce que c'est une start-up qui s'appelle DeepMind qui a été rachetée par Google. Donc s'ils avaient tellement d'avance, pourquoi ont-ils été obligés de racheter une start-up pour faire ça? Et en plus, la start-up, qui plus est, a utilisé en fait 2 algorithmes. Le Monte Carlo Research et les réseaux de neurones à convolution. Le Monte Carlo Research date de 1970, les réseaux de neurones 1970, les réseaux de neurones à convolution 1984. Donc en fait, c'est la communauté scientifique qui a battu le meilleur joueur au jeu de Go. Google, ils ont fait quoi? Ils ont tellement d'argent qu'ils ont dépensé 100 000 € pour se faire un supercalculateur qui ne fait que jouer au Go. Mais avec ça, ils ont réussi à convaincre tout le monde qu'ils étaient les plus avancés en intelligence artificielle. Et puis après, si je reprends aujourd'hui toutes les technologies d'intelligence artificielle qui sont utilisées, si vous voulez faire ce qu'on appelle du machine learning, de l'apprentissage automatique, la meilleure librairie, elle s'appelle Scikit-learn, elle est faite par l'INRIA, le centre de recherche français sur l'informatique et les automatismes. Et si vous prenez les meilleures technologies de deep learning, PyTorch, TensorFlow, Keras, c'est des technologies, certes, qui sont notamment distribuées par Google, Facebook et tout ça, mais de manière open source. Alors, pourquoi ils distribuent ça de manière open source? Parce qu'en fait, là, on est en train de parler d'innovation. Et l'innovation, c'est quoi? C'est la rencontre des inventions et des usages. Une technologie, c'est une invention, vous pouvez l'appliquer sur tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, les technologies ne coûtent tellement rien, et la plupart, et notamment les meilleures, sont open source, donc le plus important, c'est l'usage. Et donc, est-ce que dans la santé, on a à avoir peur d'eux? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise connaissance des usages, et en plus parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas eux qui possèdent les usagers. Ils ont cette logique en fait de plateforme sur leur plateforme sociale, sur leur plateforme de recherche, sur leur plateforme de distribution de contenu. Ils font la loi, et ces plateformes sont massivement utilisées. Aujourd'hui, existe-t-il une plateforme en santé? Non. Est-ce qu'il y a des équivalents? Oui, on appelle ça les hôpitaux ou les systèmes de santé. Et aujourd'hui, ce sont les gens de la santé qui possèdent en fait un peu la domination, on va dire, sur ces plateformes, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est nous, acteurs de santé, qui pouvons décider des technologies qu'on mettra à disposition, des innovations qu'on mettra à disposition. Alors là-dessus, ils ont bien évidemment une stratégie, c'est que comme on n'est pas sur une plateforme d'usage, parce qu'on a déjà les usages, du coup, ils vont nous fournir des plateformes technologiques. Ce qu'ils utilisent pour ça, aujourd'hui, c'est le cloud. Sur le cloud, aujourd'hui, vous avez pratiquement que des acteurs américains, enfin c'est ce qu'on croit, parce qu'il y a un acteur français qui est basé à Lille notamment, qui est extrêmement bon, qui est le 4e plus gros data center au niveau mondial, qui s'appelle OVH Cloud, et OVH est capable de distribuer des technologies cloud. Pourquoi en fait il distribue ces technologies? Parce qu'il passe justement d'une stratégie en fait de plateforme d'usage où on vous fournit des trucs à une stratégie de plateforme de technologie sur laquelle les autres vont construire leurs usages. Mais derrière, ils font la même chose, ils captent la donnée en fait. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle, David en a un peu parlé, d'un point de vue intelligence économique et guerre économique, c'est terrible, c'est les pires outils possibles. Pourquoi? Parce que ce qui fait la valeur d'une société de service, c'est son capital informationnel. Alors imaginez une technologie qui capte
tout votre capital informationnel et qui, sous prétexte d'apprentissage et d'analyse, en fait, renvoie ça vers une autre société qui n'est pas vous, qui est votre provider d'intelligence artificielle, eh bien, c'est pas dur, cette société possède l'intégrale de votre capital informationnel. Et vous avez parlé qu'Amazon faisait justement des partenariats avec des mutuelles, mais Amazon a sorti sa propre mutuelle. Pourquoi? Parce que pendant 2-3 ans, ils ont appris de toutes les autres mutuelles, ils ont capté tout leur capital informationnel et puis ils ont sorti leur propre mutuelle. Donc, il faut faire extrêmement attention aux technologies qu'on utilise, hein, on n'est pas obligé de les utiliser. Pourquoi? Parce que, comme je le répète, elles sont open source, que les usages, c'est nous qui les connaissons, et puis le développement technologique, aujourd'hui, il coûte pratiquement plus rien. Il faut voir que ces acteurs-là, ce n'est pas des acteurs du hardware, c'est des acteurs du software. Donc c'est vraiment des choses qui ne coûtent rien. On a eu un projet qui a été proposé par une maison des adolescents, la maison de Solène. Ils avaient été voir Google en fait, pour faire leur projet. Google leur avait dit « Ouais, on veut bien vous accompagner à faire votre projet, ça va vous coûter 1 million d'euros ». Alors forcément, ils sont revenus nous voir, parce que nous, on s'occupe de l'innovation pour les établissements publics. Ils sont venus nous voir en nous disant « Vous ne pouvez pas nous aider, on l'a fait pour 50 000 euros ». Parce qu'en fait, toutes les technologies sont open source. Après, c'est est-ce que vous les maîtrisez, est-ce que vous ne les maîtrisez pas? Il y a une vraie guerre hein, sur les développeurs et sur les data scientists. Et eux offrent des gros salaires, mais c'est des gens qui sont de plus en plus jeunes et qui sont de plus en plus en quête de sens. Et mine de rien, ces acteurs-là offrent de moins en moins de sens. Mais ils ont aussi une stratégie RH, hein, d'ailleurs. J'étais avec quelqu'un qui travaillait en fait chez Google. Dans son contrat de travail, il y avait un article. En fait, cet article, c'était quand on vous interroge sur comment c'est de travailler chez Google, voilà ce que vous devez raconter. Et je peux vous dire qu'entre ce qui était marqué, la petite histoire inventée par Google, le fait que c'est trop cool et tout ça, et la réalité, c'était le jour et la nuit. Le turnover chez Google, c'est 3 ans. C'est-à-dire les gens restent en moyenne 3 ans chez Google, c'est pas terrible comme employeur. Et puis, peut-être une dernière chose sur ces acteurs-là de manière générale, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est sur une économie de la promesse. Alors on a toujours l'impression qu'ils font mieux que nous et tout ça, mais je le répète, la plupart des technologies sont open source. Bien évidemment, ils prétendent savoir faire pour pouvoir en fait utiliser vos données, parce qu'aujourd'hui on est sur des technologies qui font de l'apprentissage machine, donc on a besoin des données des gens pour faire. Donc il ne faut pas être naïf, je pense que la législation c'est un levier intéressant, mais le levier que j'aime le plus pour protéger les gens, c'est l'éducation. Et je pense qu'il y a vraiment une culture à développer, une culture numérique à développer de la population de manière générale et des professionnels de santé qui plus est sur les champs de la santé connectée. Et je pense que si on fait cette éducation populaire aux nouvelles technologies, il y aura peut-être moins un aspect naïf et on pourra plus facilement déconstruire toute la mythologie qu'ils ont créée pour faire croire qu'on est obligé de les utiliser, quoi. Merci, mais alors, en termes de mythologie, si j'ai bien compris, les gens qui ont une idée d'innovation, ils peuvent venir vous voir et vous leur proposez un prix inférieur, et puis quand c'est fini, c'est racheté par les Américains ou pas? Alors, nous, on ne leur propose pas un prix inférieur, on est une fondation, on va chercher des fonds pour réaliser des fonds ou des compétences. Hein. On travaille beaucoup avec l'INRIA ou l'Institut Mines Télécom, hein, dont je suis membre du conseil scientifique, et vous verriez l'intelligence qu'il y a dans nos centres de recherche français et dans nos hôpitaux également. Derrière, on n'est pas obligé d'avoir des aspects lucratifs des choses. Il y a plein d'hôpitaux qui sont utilisateurs directs des choses qu'ils ont construites. Après, je comprends votre question. Là où on est mauvais en France, c'est sur l'investissement. On va être dans la minimisation du risque dans toutes les choses qu'on fait, mais là, c'est culturel. En France, on dit prendre un risque. Aux États-Unis, on dit take a chance. On voit la différence culturelle. Nous, on appelle ça un capital risque. Eux, ils appellent ça un venture capital. Donc, quand nous, on limite le risque, eux, ils maximisent l'aventure. Donc, forcément, les moyens mis en place sont pas les mêmes. Les moyens qu'ils mettent en place pour développer des choses sont pas les mêmes. Après, ce qu'il faut pas oublier dans la santé, parce qu'on est là à nous parler de milliards qu'ils investissent dans la santé et tout ça. C'est l'exemple que je donnais au Dr Schmoll. Si le Dr Schmoll ou moi, on a envie de gagner Roland-Garros, il nous faudra peut-être toute notre vie à s'entraîner tous les jours, parce qu'on part de très très loin. Rafael Nadal, s'il veut gagner Roland-Garros, il n'a qu'à attendre l'année prochaine. Donc l'investissement à mettre, forcément, pour eux, il est énorme. C'est pour ça qu'ils mettent aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont extrêmement de retard. Voilà. D'accord, merci. Nathalie Devilliers, on a l'impression, quand on parle des GAFA, que le droit a quelque chose à nous dire sur tout ça, en termes de monopole, en termes de dumping, en termes de payer, d'être imposable ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet?
C'est un très vaste sujet. Tout d'abord, je voulais revenir sur ce que vous avez mentionné concernant ce monstre affamé de données. Tout le monde se souvient du scandale Cambridge Analytica, je pense qu'il est resté dans les esprits. Je ne sais pas si dans la salle des personnes ont participé au 10 Years Facebook Challenge l'an dernier aussi, qui consistait à faire un selfie et à poster votre selfie avec une photo de vous il y a 10 ans. Ce qui a permis à Facebook de récolter, grâce à votre propre contribution, en plus vous avez certainement très bien cadré vos photos, des données biométriques qui sont les plus sensibles, juridiquement parlant, dans le cadre du RGPD bien sûr, mais surtout d'après le droit français, puisque les données de santé restent préservées par le Code de la santé publique. Donc à ce titre-là, effectivement, quand on se demande d'où vient le risque des badges, des GAFA, des autres, le risque, naturellement, il vient de celui qui est dans le miroir, celui que vous observez tous les jours. Et puis Facebook, oui, alors on a beaucoup parlé de Facebook, on en parle aussi beaucoup aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Facebook. Facebook est un réseau social qui est un petit peu en fin de vie parce que en fait plus personne n'utilise Facebook, ou alors peut-être la messagerie. Mark Zuckerberg en a tellement conscience qu'il essaye désespérément de placer son satellite dans un lanceur de son ami fabricant de Tesla pour accéder d'une autre manière à votre navigation et donc à la navigation de toute personne qui utilise Internet, même si elle n'a pas Facebook. Et puis, on peut aussi voir apparaître une captation de données de santé à travers des jeux très très simples. Vous avez cité Calico dans votre introduction, à juste titre. Pourquoi Calico est une société du conglomérat Alphabet. Le conglomérat Alphabet, c'est ce très gros groupe de sociétés très variées à l'intérieur duquel on trouve Google. Et quand on regarde ce conglomérat, on trouve Calico. Calico, c'est tout simplement la société qui souhaite lutter contre la mort, vous offrir une vie éternelle. Comment ? En téléchargeant toutes les données de votre existence sur une puce afin de vous réimplanter, entre guillemets, en tant que puce, dans un humanoïde. Et cette société, donc Calico, a pour dirigeant le même dirigeant qu'un jeu auquel vous avez peut-être joué, ou vos enfants, vos petits-enfants, qui s'appelle Pokémon Go. Vous savez, ce jeu qui était très à la mode, mais qui est vite retombé à plat, par lequel il fallait capturer des petits monstres. Et bien, grâce à ce jeu, beaucoup de données étaient capturées, y compris la géolocalisation et d'autres éléments de photographie et de vidéo, qui étaient partagés. Juridiquement parlant, c'est tout à fait possible, puisque l'utilisateur, comme vous l'avez expliqué, clique sur « Partager »,« Accepter », et donc en partageant ces données Pokémon Go, les envoyer dans la société Calico pour justement affiner la donnée. Puisque vous l'avez bien compris, avec les mécanismes d'intelligence artificielle, plus il y a de données, plus l'algorithme peut tourner, plus l'algorithme peut être perfectionné. Mais en même temps, cet algorithme, si on n'a pas de transparence sur qui prend la décision, et dans le domaine médical, est-ce que ce sera bien un professionnel de santé qui va valider le choix proposé par un robot tel que Watson, qui vous propose le meilleur diagnostic concernant une personne donnée? Effectivement, on aura du souci à se faire, parce que cet algorithme, certes, il est affamé de données, mais il est en même temps la kryptonite de nos libertés individuelles. Puisque si on capte vos données de santé, on peut les utiliser à des fins autres qu'un soin de santé ou de bien-être. Je pense par exemple tout simplement à l'accès au service d'une assurance, discrimination, à l'accès à un prêt, discrimination, etc. Dans ce cadre-là, vous connaissez notamment l'existence du score social en Chine, qui vise à noter les personnes et en fonction de leur navigation, donc à travers les badges, à générer leur droit d'accéder ou pas à certains services tels que, par exemple, alors je dis n'importe quoi, j'achète sur Alibaba de très belles chaussures, donc je suis une bonne salariée. Donc mon dossier pour obtenir un passeport va être en haut de la pile. En revanche, si j'achète des jeux vidéo, c'est que je suis plutôt feignante. Donc là, je suis une mauvaise petite chinoise. Donc ma fille, son dossier scolaire pour l'école, il sera en dessous de la pile. Donc c'est ce type de risque qu'on voit apparaître, d'accord ? D'un autre côté, on peut avoir des applications très vertueuses, des outils connectés tels que par exemple le miroir. Alors ça, c'est mon côté geek qui aime bien les technologies et qui me dit par exemple, voilà, super, j'ai un miroir connecté, il va me donner la météo, il
va faire passer ma musique préférée, et puis il peut faire un diagnostic de ma personne, puisque tous les matins il me voit, oui, je suis toujours la plus belle, mon joli miroir, mais mon miroir peut aussi me dire si aujourd'hui je vais faire une crise cardiaque, puisqu'il peut capter des données, des paramètres physiques, et éventuellement des éléments concernant peut-être un grain de beauté, un changement, une évolution. Et donc on va être connecté à une base de données très très large, où il y aura des personnes qui ont ou pas ce même type de grain de beauté. Et là, j'aurai un réel retour sur cette technologie, grâce à cette technologie, sur la nécessité ou pas d'aller consulter, par exemple, un dermatologue. Alors, quand on en vient au côté juridique, et pas geek du tout, on se rend compte qu'effectivement, on a fait un grand pas avec le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, grâce à l'Union européenne il y a 2 ans, et qu'effectivement, on peut imaginer que les amendes vont tomber, elles tombent, oui, c'est le cas, et que ceux qui ne souhaitent pas se conformer vont tout simplement payer, c'est les risques du business, donc on paiera les amendes. Et donc de ce côté-là, il y a eu une progression. Dans le cadre du groupe d'experts de la Commission européenne auquel j'ai participé pendant 18 mois, nous nous sommes posé des questions en termes de responsabilité. Pourquoi ? Parce que dans le domaine de la santé, comme dans d'autres domaines tels que véhicules autonomes, smart city, etc., on s'est interrogé sur le fait de qui prend la décision finalement. Parce que du point de vue de l'usager, il y a une uniformité du service. Et en réalité, derrière ce service, donc si on prend le véhicule autonome, il y a une très grande variété d'acteurs. Donc en termes de responsabilité, si ce véhicule écrase votre enfant, ce véhicule autonome, qui sera responsable ? Est-ce que c'est le passager qui à tout moment aurait pu reprendre la main sur le véhicule ? Est-ce que c'est le fabricant du capteur, du lidar, parce que ce lidar est défaillant? Est-ce que c'est la ville parce que les capteurs au moment de l'intersection n'étaient pas opérationnels? Est-ce que c'est le fournisseur d'accès Internet, etc. Donc nous avons travaillé là-dessus. Demain au Parlement européen, à la commission juridique, je présenterai les résultats de ces travaux, donc des termes juridiques assez barbares qu'on a essayé de mettre en place pour justement rendre transparente cette opacité entre les acteurs et garantir plus de sécurité aux usagers. L'exemple de la voiture autonome ou de la santé est particulièrement intéressant parce que vous l'avez bien compris, à tout moment, moi qui suis passagère dans un véhicule autonome, je suis l'instant d'après un piéton sur la route. Donc on a tous intérêt à ce qu'il y ait des règles beaucoup plus claires. Donc ces règles vont être créées à partir du 19 février. La Commission européenne va rendre un livre blanc sur l'intelligence artificielle et la sécurité et les libertés, les droits fondamentaux et la protection des données. Et on va voir en fait apparaître à partir de là plusieurs types d'initiatives pour renforcer le droit de l'intelligence artificielle. L'Union européenne s'est occupée d'abord des données, c'est-à-dire du carburant de l'intelligence artificielle, et elle va déployer un axe juridique beaucoup plus construit à partir de 2020, avec des réformes à la fois sur la cybersécurité, sur la responsabilité, bien sûr, et puis divers axes qui vont concerner plutôt des secteurs, et on le verra certainement apparaître la santé qui est un axe stratégique. Pourquoi ? Parce que les données de santé aujourd'hui sont réglementées au niveau des États membres, comme je l'ai dit, Code de la santé publique, mais que dans une certaine mesure, il faut pouvoir permettre aux acteurs industriels, mais aussi aux patients, de pouvoir bénéficier d'une protection et d'une sécurité juridique, de sorte à ce que le marché puisse se déployer, le marché du numérique en santé, mais que d'un autre côté, les usagers puissent être légitimement protégés. Merci. Laurent Schmoll, vous êtes je crois, un très bon exemple de l'excellence, d'avoir des idées, de mener un projet à l'échelle alsacienne, à l'échelle française. Voilà. Comment vous vous situez? Est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que c'est possible de se développer dans un univers dans lequel les géants sont tellement hégémoniques? Bien, écoutez, avant de répondre immédiatement à la question, je vais d'abord vous remercier d'avoir mis un titre « Faites gaffe aux GAFA » sans mettre de ponctuation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une exclamation, d'une affirmation ou d'une interrogation. Et c'est vraiment là toute la problématique. Et on peut voir évidemment toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide.
C'est vrai que les GAFA sont des puissances aujourd'hui financières et technologiques dont on n'a pas l'équivalence en France. Seuls les Chinois ont l'équivalent. Et les GAFA connaissent aujourd'hui, un peu grâce ou à cause de nous, l'ensemble de nos amis, parce que sur Facebook, vous cliquez. On dit habituellement que quand vous avez cliqué 150 fois sur Facebook, Facebook vous connaît mieux que votre conjoint, et quand vous cliquez 300 fois sur Facebook, Facebook vous connaît mieux que vous-même. Et c'est vrai qu'on connaît vos amis, vos goûts, vos vacances, vos penchants, même les plus intimes, vos loisirs, vos achats, bientôt votre façon de dépenser, puisque Facebook est prêt à développer une monnaie virtuelle. En même temps, vous êtes très content d'avoir ces services parce que, certes, vous apportez de la data à Facebook et aux autres GAFA au quotidien, mais en même temps, vous êtes content de ne pas les payer parce que quand c'est gratuit, c'est classique de dire le produit c'est vous. Si vous vouliez avoir ces produits sans avoir de publicité ou sans avoir apporté vos données, il faudrait payer au minimum 35, c'est un chiffre qui est généralement avancé, 35 € par jour, et c'est pas certain que tout le monde serait prêt à payer des sommes aussi importantes. Donc la contrepartie de tout ça, c'est un peu de la publicité. Alors en santé, on est effectivement un peu protégé par le règlement RGPD. Encore faut-il voir si il est contournable ou pas, ou si même vous-même pouvez le contourner, parce que il y a un truc qui m'apparaît absolument hallucinant, c'est que tout le temps, vraiment fréquemment, j'entends autour de moi des gens qui ont fait un petit frottis buccal et qui ont envoyé ça à 23andMe ou à MyHeritage, qui vous envoie une espèce de code génétique bas niveau, qui vous dit simplement si vous avez des ascendants dans le nord de l'Europe, ou plutôt africains, à 20% de sang chinois. Quel est l'intérêt? Vous allez donner, au moment où vous faites ça, votre code génétique, c'est-à-dire en fait ce qui est le plus intime, à une société américaine qui va l'avoir chez elle indéfiniment, puisque c'est le droit américain et vous n'avez absolument pas possibilité de récupérer vos datas. C'est comme si vous donniez le coffre de votre coffre-fort, les clés de votre coffre-fort à domicile. C'est hallucinant de donner son code génétique au quotidien, enfin au quotidien comme le font des milliers de personnes. Surtout que les connaissances aujourd'hui sont ce qu'elles sont, mais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, ils pourront refaire une passe sur votre ADN en vous envoyant un message, on a découvert que vous aviez telle ou telle pathologie. Alors vous pouvez très bien le prendre du côté positif, en disant vous aurez effectivement tout d'un coup découvert une pathologie qui va vous aider à vous soigner. Après, on peut vous dire aussi, on a découvert votre pathologie, mais c'est $2000. Voilà. Donc c'est effectivement à la fois extrêmement positif, mais en même temps, ça peut interroger. Donc est-ce que c'est un problème? Vous avez aussi tous les jours des tas d'objets connectés qui remontent de la data, qui remontent, si vous avez un glycomètre, la glycémie, et des milliers de glycomètres remontent la glycémie de centaines ou de milliers de personnes. La même chose pour la tension artérielle, dans des clouds qui appartiennent aux GAFA. Mais est-ce que c'est un problème ou pas? Finalement, les GAFA vont avoir effectivement beaucoup de data, mais peut-être que les GAFA vont pouvoir dire, en Alsace, il y a plus d'hypertendus, en Bretagne, il y a plus de diabétiques, et vous pouvoir vous prévenir, vous faire la prévention. À l'inverse, ils vont vouloir vous vendre des objets, mais c'est le commerce. Quelque part, il y a beaucoup de sociétés qui font du commerce et ce n'est pas forcément répréhensible. Donc, c'est toujours la façon dont on pose le problème. Les réponses ne sont pas strictement marquées. Les hôpitaux américains, certains hôpitaux américains collaborent avec les GAFA. Ça peut être très très bien si c'est augmenter des diagnostics et améliorer la qualité, mais ça peut être effectivement extrêmement préjudiciable si c'est pour venir à connaître les diagnostics personnels. Ce sont des services, c'est du commerce. Est-ce que ce serait répréhensible? Beaucoup d'entre vous ont un métier, ils gagnent leur vie, les GAFA ont une façon de gagner leur vie qui peut être vue de façon négative, mais en même temps, ils ont déjà apporté énormément de choses. Les choses vont encore beaucoup plus changer, effectivement, avec la puissance des algorithmes. Les algorithmes, on va aller beaucoup plus loin, puisque les datas collectées vont permettre de tracer des profils de plus en plus précis. Je vais essayer de vous donner un exemple un peu fruste, mais la maladie d'Addison. La maladie d'Addison, c'est une hypertension, enfin c'est un problème cardiaque, un problème rénal, avec un aspect bronzé, parce la pigmentation est augmentée. Vous avez on est en Alsace, monsieur Schmitt, qui est bronzé, qui va 2 fois par an chez son cardiologue et chez son néphrologue, et il va très régulièrement sur Booking, et voilà.
Et vous avez M. Muller qui, lui, va 4 fois par an chez son cardiologue et son néphrologue. Il est aussi bronzé sur toutes les photos qu'il y a sur Facebook. En revanche, il ne va jamais sur Booking. Un algorithme très fruste pour dire celui-là, il est toujours bronzé. Est-ce qu'il n'a pas une maladie d'Addison? Alors que celui-là, on peut penser, parce qu'il va beaucoup sur Booking, qu'il va fréquemment en vacances. C'est très simpliste, mais c'est vrai que ce sont des algorithmes qui vont être de plus en plus pointus, qui vont pouvoir profiler de plus en plus les personnes, les patients ou les gens. Au point d'ailleurs que la semaine dernière à Davos, Sundar Pichai, qui est le directeur général de Google, a dit qu'il va falloir quand même penser à réglementer l'intelligence artificielle. Et effectivement, la puissance des algorithmes aujourd'hui développés font penser qu'il va falloir, au-delà du RGPD, peut-être avoir un règlement spécifique pour l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et Yuval Harari, lui a développé la semaine dernière à Davos une équation qui dit connaissance biologique multipliée par puissance des ordinateurs multipliée par data égale possibilité de hacker l'humain, de pirater l'humain. Donc effectivement, on va rentrer dans quelque chose qui va devenir une vraie interrogation. Ce n'est pas forcément une interrogation si c'est pour le bien de la planète. Si on est là face à des régimes totalitaires qui vont vouloir connaître les sentiments ou les pathologies les plus profondes pour pouvoir sérier les habitants, ça posera des problèmes. De même, si la proximité, comme on le voit un petit peu des GAFA et des assurances, commence à se faire jour, on va avoir du mal, si on a des pathologies retrouvées par des algorithmes de façon détournée, j'allais dire, à force d'avoir certaines pathologies, on aura des difficultés à s'assurer. Donc, la question, effectivement, peut-on faire confiance aux GAFA? Il n'y a pas forcément à leur donner toutes nos datas de façon les yeux fermés. En revanche, les GAFA ont développé IBM Watson pour développer des diagnostics pointus sur les cancers. Neuralink, qui est une société qui appartient à Elon Musk, fait des implants qui pourront très bien servir aussi dans certaines pathologies comme le Parkinson ou d'autres pathologies. Et puis, ils ont aidé aussi beaucoup de start-up à se développer. Certaines ont été rachetées. Donc, je crois très sincèrement qu'il n'y a pas de réponse uniciste aujourd'hui concernant la question ou l'interrogation qu'on peut avoir sur les GAFA. Et la seule chose que je penserais, c'est qu'on a aujourd'hui une COP21 pour l'écologie, on a un Davos pour l'économie, peut-être qu'on pourrait avoir un Strasbourg ou autre sur la santé pour la médecine de demain, avec la puissance publique, les financières et les GAFA pour pouvoir avoir une idée précise. Merci. Et puis en France, on a le Comité consultatif national d'éthique. Et on compte beaucoup sur vous pour nous protéger ou en tout cas réfléchir à la manière dont on pourrait contrôler ces structures qui semblent a priori totalement incontrôlables. On est là surtout pour essayer de poser les problèmes sur la table. Alors moi, je voudrais revenir à du plus pratico-pratique, parce que tout le monde dans la salle n'est probablement pas au même niveau, et vous donner 3 exemples très courts des problèmes que peuvent poser finalement ces très grandes bases de données, avec à la fois leur côté positif et plus nuancé, comme vous venez de l'expliquer. Vous avez tous entendu parler du procès du Mediator, vous savez, ce médicament qui entraîne un certain nombre d'effets secondaires au niveau des artères pulmonaires, et où il y a eu un retard à la fois par les institutions, par le laboratoire aussi, ça fait l'objet d'un procès actuel, sur la mise en évidence de cette relation entre ce médicament et ces lésions. Et des chercheurs de l'INSERM ont repris les données qu'il y avait dans la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est-à-dire dans une énorme base de données qui jusqu'à maintenant, c'est une des plus grosses bases de données au monde, qui jusqu'à maintenant n'était pas accessible. Et ils ont regardé s'ils avaient eu accès à cette base de données, est-ce qu'il y aurait eu des signaux d'alerte? Et la réponse était oui, et avec 8 ans d'avance par rapport au signal d'alerte qui a été donné par un médecin, qui a été un lanceur d'alerte, qui est Irène Frachon. Eh bien, la puissance de la base de données, y compris en France, non faite pour ça, etc.,
et qui est une base de données de la CNAM, donc qui est essentiellement à visée extra-hospitalière, permettait de gagner 8 ans. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, à Paris, à la PHP, donc grosse structure hospitalière, on a un hôtel de données qui est intéressant et qui permet, vous allez comprendre très vite, au lieu, quand un patient arrive dans un service d'urgence un 15 août à 23h15, au lieu que d'aller chercher dans le fin fond des archives le dossier papier, etc., enfin où on ne retrouve rien, où tout le monde se perd, eh bien, vous avez une base de données qui permet d'avoir l'ensemble de ce qu'on connaît dans les passages hospitaliers qui ont été mis sur ce patient. Et donc, on a finalement pour l'urgentiste la capacité d'avoir un maximum d'informations en quelques minutes. C'est top. Bon. Mais dans la même base de données, vous avez, je m'appelle Jean-François Delfrécy, vous avez Jean-François Delfrécy qui va se faire des examens à la PHP pour le suivi, je ne sais pas, par exemple d'une hyperlipidémie, ou ça peut être des choses plus lourdes, et il est dans la base de données. Et n'importe quelle équipe hospitalière, parce qu'elle peut avoir accès, pourquoi pas, je peux faire aussi un accident vasculaire cérébral et je serais content qu'on ait l'ensemble de mes données au niveau des urgences, mais à des données sur les professionnels qui se font faire des examens. Est-ce que c'est une bonne chose? Je n'en suis pas totalement certain. J'aurais pu prendre un autre exemple que Delfrécy. Troisième exemple qui m'est arrivé, et ça a été évoqué, hein, c'est la puissance que peuvent représenter ces énormes bases de données. Hein. Moi, j'ai des copains je suis immunologiste avec des maladies un peu bizarres en dehors des maladies infectieuses émergentes dont je m'occupe, mais on s'occupe aussi, vous savez, de maladies qui sont des maladies compliquées, qui s'appellent les maladies auto-immunes, où le système immunitaire, au lieu de nous défendre contre les agents infectieux, eh bien, attaque notre propre corps, auto-immunité. Eh bien, c'est des maladies complexes, à la fois au plan diagnostique et surtout au plan thérapeutique. Et en allant à Boston, au niveau du MIT, il y a maintenant déjà 4 ans, c'était le début de Watson, où il y avait une série de bases de données faites par des hôpitaux universitaires américains avec un réseau, avec une accumulation de données sur une série de pathologies de ce type. Et donc j'étais arrivé avec mon dossier, où la sémiologie là, est importante, parce qu'on donne à la base ce qu'on a constaté, les questions qu'on a vues sur le patient théorique que je représentais. Il dit avec le vouvoiement, tutoiement américain, tu vas prendre un café. Je vais prendre un café. Et puis je reviens et il me sort une série de diagnostics et il me sort finalement le diagnostic qu'il préférait, et en s'appuyant sur la littérature et en s'appuyant sur la base de données. Bon. Et ça, je m'y attendais, à vrai dire, je n'étais pas surpris. Sauf que je m'attendais que sur le plan thérapeutique, un professeur de médecine qui avait passé 35 ans de sa vie et qui se croyait intelligent allait largement dominer la machine. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, il proposait, à partir de là, les différents aspects thérapeutiques, y compris dans les dernières nouveautés d'immuno-intervention, et en s'appuyant à chaque fois sur de la littérature. Donc ça montre bien. Alors on peut dire, le médecin, c'est fini. Moi, je pense que pas du tout. Hein, je suis très optimiste. Je pense qu'au contraire, ça permet à une personne qui n'a pas la compétence, on ne peut pas être compétent dans tout, à partir du moment où on revient au fondement même de la médecine, qui est la sémiologie initiale, l'interrogatoire du patient, ce qu'on est capable de mettre en machine, qui va ensuite mouliner une série d'informations pour le médecin, qui va rendre des propositions, et ça sera bien au médecin d'avoir ce dialogue avec le patient sur à la fois le diagnostic, lui expliquer, et les conditions thérapeutiques. Donc je pense qu'on va avoir par contre, ça oblige à une formation de nos jeunes étudiants en médecine qui va être radicalement différente de ce qu'on a pu faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on a terminé le rôle du médecin. Alors, deuxième point, je voudrais vous indiquer les enjeux qui sont en train de se passer. David Gruson l'a rappelé, on a mis pour la première fois dans la révision de la loi de bioéthique 2018-2020 un petit chapitre, entre guillemets, et on l'a proposé au gouvernement, sur numérique et santé, intelligence artificielle et santé. Et en étant assez ouvert, en disant,
David l'a dit, il serait inéthique de ne pas utiliser l'ensemble de ces outils. Les gens étaient très surpris qu'on se mouille comme ça, mais c'est une vraie réalité, d'utiliser l'ensemble de ça. Pour moi, c'est de l'innovation technologique. Je ne suis pas totalement encore persuadé qu'il s'agisse de science. Et il y a une différence, parce que la science, elle construit un concept, elle pose une hypothèse, elle essaie de le démontrer, et là, on est dans complètement autre chose. Mais en tout cas, c'est une vraie révolution technologique dont il faut tenir compte, et évidemment, c'est bien que pour la première fois, ça arrive dans la loi de bioéthique. Mais surtout, il arrive autre chose. Il arrive que la France, qui part toujours un peu en retard, mais qui a fini par rattraper les trucs, finalement, parce qu'on est quand même des gens plus intelligents qu'on ne le croit, et s'est lancée, après le rapport Villani, dans quelque chose que vous ne connaissez pas bien encore, et c'est là, par contre, où je dis qu'il y a un signal d'alarme, sur la création d'une énorme base de données nationale, qui est le Health Data Hub. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est la capacité que de l'ensemble des bases de données qui vous concernent, où chacun des patients ou des usagers de santé qui aura accès à un point, entre guillemets, de contact avec un professionnel de santé, avec un consentement dont le point et la validité et la fiabilité restent à discuter, s'inscrira dans cette base de données. Alors, c'est un progrès. C'est un progrès, sauf que ça a été un échec retentissant jusqu'à maintenant de mettre un dossier médical partagé entre les médecins. C'est un échec retentissant financier, retentissant fonctionnel, retentissant. Et que là, on passe carrément 3 logs au-dessus. C'est-à-dire qu'on met l'ensemble de la population française progressivement dans ce Health Data Hub, qui va rejoindre les données de la CNAM, donc de la Caisse nationale d'assurance maladie, l'extra-hospitalier. Normalement, tous les hôtels de données ou de banques de données qui existent dans les grands CHU, Strasbourg, mais aussi Paris, mais aussi les autres, sont censés rentrer à l'intérieur de ça. Et puis, c'est typiquement la française, par qui c'est géré, comment c'est géré. Et c'est géré au niveau central. Et ça pose 2 types de questions. En s'appuyant sur quelle technologie ? Sur une technologie des GAFAM. Et c'est Microsoft. Et ça fait débat, on le voit bien depuis maintenant plusieurs semaines. Fallait-il passer par sur une structure étrangère, ce d'autant, et la juriste le connaît bien, qu'il existe une loi américaine qui fait qu'un opérateur aux États-Unis de rassembleur de données est censé et doit pouvoir donner l'ensemble des données qu'il a si le gouvernement américain lui donne, même si ces données ont été ramassées en dehors du pays et en dehors des États-Unis. Donc ça veut dire qu'on ouvre l'ensemble de ces données éventuellement sur une vision totalement américaine. Alors, c'est là où il faut qu'on se réveille. C'est-à-dire qu'en soi, et c'est aux citoyens de se réveiller. C'est à vous de vous réveiller. C'est suffisamment important parce que ça va nous engager sur les 20 ans qui viennent. Et personne n'en parle, ou très peu. Ça reste relativement confidentiel. Ça reste un projet très porté par le ministère, mais sur lequel il faut y aller. On est dans la bonne direction, c'est bien clair. Mais dans quelles conditions ? Est-ce que l'ensemble des données à ce sujet sont suffisamment solides ? Est-ce que le fait est-ce qu'on est certain que la non-identification va vraiment pouvoir se tenir ? Est-ce que quelqu'un va pouvoir se retirer éventuellement de la base de données ? Et est-ce que les jonctions, et vous l'avez très bien rappelé, ce qui allume le plus, c'est ce qu'on a sur une base de données médicale et sociétale, et quand on l'associe à une base de données génétique, et c'est là évidemment où on allume le plus. Donc, mon mot ce soir, c'est renseignez-vous, réveillons-nous, pour que ce qui est en soi un super projet, eh bien, reste un projet citoyen. Je crois qu'Enguerrand, vous vouliez réagir. Par rapport au Health Data Hub et puis à Watson, oui, ils ont mis ça sur Microsoft, c'est une bêtise absolue, mais
quand on les écoute, leur justification, c'était qu'il n'y avait que Microsoft qui avait les technologies adéquates pour le faire, ce qui est, comme je l'ai dit, absolument stupide, parce qu'il y a plein d'acteurs du cloud et la plupart des technologies mises à disposition sur la plateforme sont open source. Donc c'était plutôt un lobbying qu'un choix technologique. Et je voudrais revenir aussi sur Watson, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur Watson et ça a fait partie de cette mythologie. Ils ont tellement d'avance et tout ça. Peut-être nous redire ce que c'est Watson aussi, justement. Oui, alors Watson, c'est soi-disant un logiciel donc, qui va aider les médecins à diagnostiquer. Il y a eu une enquête qui a été faite aux États-Unis par un magazine technologique qui s'appelle Stat News, suite à une plainte qui a été déposée par le MD Anderson, donc c'est un hôpital américain, qui utilisait IBM Watson. Et puis la Cour des comptes, en fait, a vu que ça avait coûté beaucoup d'argent, le retrait et tout ça. Et donc, les journalistes ont commencé à fouiller. Puis ils ont dit, mais pourquoi vous n'utilisez plus IBM Watson? Ils ont dit, parce que ça ne marche pas du tout. Ah bon, pourtant, tout ce qu'on voit dans la presse et tout, c'est fantastique et tout. Il dit non, ça marche pas du tout, ça n'a jamais donné un diagnostic meilleur qu'un de nos médecins. Et donc, ils ont continué à enquêter en fait sur le sujet. Et puis, tous les hôpitaux ont à peu près dit la même chose. Et IBM a refinancé en fait énormément de projets de recherche à des hôpitaux en mode arrêtez de dire ça, tenez, voilà de l'argent pour faire de la recherche, voilà de l'argent pour faire de la recherche. Et puis à un moment, ils sont allés voir directement, les journalistes sont allés voir IBM. Et puis les ingénieurs en fait qui travaillaient sur ces technologies-là ont dit en fait on va vous expliquer une chose, c'est que IBM Watson, ça fait des années qu'on travaille dessus et ça ne générait pas d'argent. Et donc à un moment, c'est plus nous qui avions la main, c'était les équipes marketing, il fallait absolument vendre. Quand je disais économie de la promesse, on est là-dessus. Et donc, le marketing s'est un petit peu enflammé sur les capacités d'IBM Watson, ce qui fait que entre ce qu'ils prétendaient et puis ce qu'était la réalité, il y avait vraiment un monde. Et donc, aujourd'hui, IBM Watson se pète vraiment la gueule partout dans le monde. Sur le marché européen, en France, on ne lit pas trop la presse anglophone. Donc il y a encore beaucoup de gens qui y croient. Sur le marché allemand, ils sont morts. Donc voilà, il y a toute cette mythologie, comme je le disais, il le crée. En train de redémarrer, oui. Donc ça sortira. Et en fait, ce qu'il faisait IBM Watson, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les humains qui sont derrière et qui vont faire le travail. Et ça, on peut le faire à travers plein de techniques, ce qu'on appelle du micro-travail, en fait. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, quand vous devez vous connecter à des plateformes, vous remplissez souvent un petit texte. En fait, il y a quelque chose qui est mal écrit, un captcha, on appelle ça, et donc il faut le remplir. Et souvent, il y a deux mots. Le premier mot, il vérifie vraiment si vous êtes un robot, puis le deuxième mot, il vous fait travailler à la place des GAFA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à traduire, et puis il demande à un être humain de le traduire. Alors avant, c'était des mots parce qu'on voulait lire des documents. Aujourd'hui, c'est des photos parce qu'on veut faire de la voiture autonome. Et donc, on demande en fait aux êtres humains, tiens, dans les photos, trouve-moi les photos où il y a des panneaux. Et donc, vous travaillez pour les voitures autonomes des GAFA. Et toutes ces technologies de micro-travail, ça permet de faire ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et Amazon a carrément une plateforme dédiée à ça qui s'appelle Mechanical Turk, qui est en rapport avec l'histoire du Turc mécanique. Et en fait, on fait travailler des êtres humains sur des salaires de misère, en fait, pour faire croire que, regardez, nos machines sont intelligentes. Mais elles ne le sont pas du tout. Je vais profiter pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit et par rapport à ce que j'avais entendu il y a quelque temps quand Laurent Alexandre était venu nous parler justement des GAFA, de l'intelligence artificielle. Pour moi qui suis médecin, je suis sortie un peu déprimée en me demandant justement si finalement les algorithmes allaient prendre la place des hommes, si on n'aurait plus besoin, pour les diagnostics en tout cas, des hommes, et si finalement on avait aussi les moyens de le faire, parce que il est possible qu'on ait un certain nombre de données, mais comme il est présenté par certains, les données ne sont pas forcément bien rentrées, elles ne sont pas forcément justes, et donc si on part avec des données qui ne sont pas bonnes, on a forcément des résultats qui ne seront pas bons non plus. Donc quel est vraiment le risque que finalement l'humain soit exclu de sa part médicale, on va dire, ou que certaines spécialités comme la radiologie par exemple ou la dermato, puisqu'on en a beaucoup parlé, puissent finalement tomber entre les mains de personnes qui seraient un peu prestataires, enfin qui auraient finalement une petite partie médicalisée mais sans plus, probablement pour le médicament, mais après tout pourquoi l'intelligence artificielle ne serait pas non plus capable de donner le bon médicament dans la bonne pathologie? Alors, est-ce qu'on va être sur humain versus machine ou humain plus machine? C'est un peu la question. Je pense qu'on va être sur humain plus machine. Pourquoi? Parce que la machine fait également des erreurs. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des systèmes statistiques. Et la statistique ne se réalise pas toujours.
Qui plus est, en fait, quand on travaille avec la loi des grands nombres, si vous avez un système d'intelligence artificielle qui fait 0,1% d'erreurs, mais qui voit des millions de cas par jour, il fait des dizaines de milliers d'erreurs. Donc c'est là où l'humain peut être intéressant. Et puis qui plus est, il faut regarder comment fonctionnent les systèmes d'apprentissage automatique. En fait, c'est des systèmes qui vont... Alors, l'intelligence artificielle, il y a deux courants. Il y a ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc là, c'est des humains qui mettaient leur intelligence et leur compréhension d'un problème et de la résolution d'un problème dans le code. Et puis, il y a les systèmes probabilistes d'apprentissage en fait machine, où là, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit énormément d'exemples en fait à la machine, et puis c'est elle-même qui va trouver les règles. Voilà, c'est ça en fait les deux systèmes qui existent, les systèmes experts et les systèmes qui découvrent les règles par elles-mêmes. Mais pour être capable de poser des règles, parce que parfois il va y avoir des choses qui vont se contredire, en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle va travailler par inférence statistique. En fait, c'est plus elle rencontre quelque chose, plus du coup elle va décider que cette règle existe et que c'est cette règle qu'il faut suivre. Et puis la vie est faite ainsi que parfois il y a des exemples contradictoires et tout ça, où il y a des exemples qui apparaissent très peu souvent. Et pour que l'algorithme arrive à créer un modèle, elle va gommer ces exemples. Alors, par exemple, il y a plein de gens qui nous disent grâce au système d'intelligence artificielle, on va pouvoir mieux détecter les maladies rares. Sauf que le problème d'une maladie rare, c'est qu'elle est rare. Et donc, si elle est rare, son exemple en fait sort peu souvent, et donc les systèmes d'intelligence artificielle, pour pouvoir produire en fait un modèle, les éliminent. Donc c'est pire en fait. Et il y a des systèmes en fait qu'on appelle, des phénomènes qu'on appelle de bubble filter. C'est quelque chose dont on s'est aperçu sur les réseaux sociaux. En fait, oui, Facebook vous connaît peut-être mieux, soi-disant à partir de 150 clics ou de 300 clics. Surtout, il connaît une véritable caricature de vous-même. Parce qu'en fait, ces systèmes-là, ils sont apprenants. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous proposer quelque chose, puis vous allez accepter. Du coup, la fois d'après, il va vous le proposer avec une probabilité un peu plus forte. Donc, vous avez d'autant plus de chances de l'accepter à nouveau, et ainsi de suite. Et en fait, ça crée ce qu'on appelle des bulles de filtre. Et en fait, vous êtes une caricature de vous-même. Si, par exemple, vous avez des comptes Twitter, si vous avez plusieurs comptes Twitter, je vous invite en fait à avoir plusieurs comptes Twitter et à y suivre des choses différentes. Vous verrez une lecture de l'information qui est totalement différente. Moi, j'ai par exemple le compte Twitter de ma fondation, mon compte Twitter personnel. Je vois des choses totalement différentes. Pourtant, c'est deux comptes qui font plus ou moins de la science et de la santé. Mais on ne va pas y suivre les mêmes choses, parce que sur celui de la fondation, je vais avoir quelque chose de plus institutionnel, et sur celui personnel, je vais avoir quelque chose de plus personnel. Et pourtant, je suis la même personne, j'ai juste deux comportements différents en fonction des clics, et derrière, les algorithmes vont vraiment me masquer une partie de l'information pour m'en proposer une autre. Et donc, ces systèmes-là, on va rarement être sur de l'humain remplacé, on va être sur c'était un peu le thème d'avant, l'humain augmenté, en tout cas, vraiment une collaboration humain-machine. Et puis, par ailleurs, il y a énormément de biais cognitifs dans les systèmes neuronaux artificiels qu'on retrouve, en fait, qui sont des biais cognitifs que nous, on a aussi. Par exemple, on entraîne les machines avec beaucoup de données de gens malades. Sauf que le problème, c'est qu'on ne les entraîne pas avec des données de gens pas malades. Et donc, ce qu'on observe, c'est un biais statistique qu'on appelle l'oubli de la fréquence de base. Et qu'en fait, quand on confronte les algorithmes qui ont appris avec plein de données de gens malades, en fait, quand on les confronte à la vraie vie, ils sortent énormément de faux positifs. Par exemple, la FDA a approuvé en fait un dispositif sur la rétinopathie. Il fait 17% de faux positifs. Imaginez si tous les systèmes qu'on utilise nous envoient 17% de patients qui viennent pour rien. Le système de santé explose. Donc, on va forcément être sur une complétion. Et puis après, il faut voir, on va travailler sur la sécurité des soins. Le radiologue, forcément, regarder des tonnes et des tonnes de radios, je veux dire, c'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus dans son métier. Donc là, il va pouvoir aussi gagner en valeur ajoutée. Il ne faut pas voir en fait un remplacement, il faut voir une complétion. Et puis après, vous accepterez d'utiliser la machine sur les choses pour lesquelles vous êtes prêt à lâcher du lest. Il y a par exemple énormément de gens qui disent les médecins ils vont pouvoir se concentrer sur la relation médecin-malade. Moi, par exemple, j'ai plein de médecins, et notamment, on travaille avec beaucoup d'internistes, qui nous disent, mais moi, l'examen clinique, l'enquête, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je n'ai pas envie, en fait, de me concentrer sur la relation médecin-malade. Donc, vous voyez, il va y avoir, en fait, des choses qui sont des acceptances culturelles. Et il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit sur les voitures autonomes, par exemple. Il y a une étude qui est faite par le MIT qui s'appelle Moral Machine. En fait, ils ont demandé à des gens partout à travers le monde de faire des choix, en fait, pour configurer la voiture autonome. Les choix ne sont pas les mêmes en fonction des cultures.
Par exemple, quand il y a deux voitures qui vont se rencontrer, et il y en a forcément une qui doit aller dans le ravin, parce que sinon on tue tout le monde, eh ben, en Occident, en fait, on va envoyer les vieux dans le ravin. En Asie, on va envoyer les jeunes dans le ravin. Vous voyez, on n'a pas la même approche culturelle en fait, des choix des technologies. Je me posais juste une question. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit il y a un choc de culture, c'est-à-dire c'est le continent européen versus le continent américain, asiatique. Mais en fait, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que les GAFA, c'est presque un État dans l'État. Quand on voit Zuckerberg devant le Congrès, on voit bien que même au sein même des États-Unis, ce monopole, il est difficile à assumer. Mais alors finalement, une question tout à fait triviale. À part les utilisateurs, qui contrôle les GAFA ? Je ne sais même pas s'ils se contrôlent eux-mêmes, il y a tellement de choses automatisées. Il y a plein de choses, par exemple, là Instagram va tester en fait la fin des likes, des j'aime, parce qu'ils se sont aperçus que ça a causé énormément de dépression. C'est le réseau social qui est le plus nocif en fait pour sa santé mentale. En fait, ils testent des choses, ils déploient des choses, puis après ils s'aperçoivent des conséquences et puis ils réagissent ou ils réagissent pas. Mais c'est encore énormément de choses qu'on observe. L'explosion aujourd'hui des fake news, des choses comme ça et tout, c'est des choses qui sont étudiées par la sociologie et c'est extrêmement intéressant. Mais il y a plein de phénomènes qu'on n'avait jamais anticipés. Aujourd'hui, ce qui est assez dingue avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, n'importe qui peut exprimer son opinion et avoir une audience phénoménale. Donc, on a parfois des trucs un peu du café du commerce, mais diffusés mondialement. Et c'est des choses qui n'ont pas été anticipées. Et puis après, soit ils se retrouvent devant le Congrès parce que ça a été un peu trop loin, soit parfois ils commencent à avoir des initiatives par eux-mêmes, comme Instagram là est en train de le faire. La problématique, c'est que dans le domaine de la santé, si on commence à causer des problèmes, j'espère qu'on les détectera relativement vite, parce que les conséquences ne sont pas les mêmes, quoi. Parce que c'est peut-être ça qui fait peur aussi, c'est-à-dire on se rend compte que la taxe sur les GAFA finalement elle n'est pas passée ou elle est reportée parce que Donald Trump a dit que sinon il allait taxer le vin et le parmesan aux Italiens. On se rend compte que finalement le fait de pouvoir effectivement payer les impôts, ça aussi c'est des choses qui on a l'impression qu'on n'a aucune maîtrise. Et peut-être que, effectivement, quand ils regardent directement dans notre direction, c'est là où on est le plus inquiet. Donc c'était peut-être juste pour expliciter aussi un peu le titre, qui était un peu provocateur, évidemment. Il y a une régulation interne aussi au sein des GAFA eux-mêmes, avec les jeunes générations qu'ils composent, où il y a aussi, et on l'a vu, un certain nombre de questionnements sur où ils vont, les valeurs qu'ils représentent, et qui sont évidemment quelque chose de très évolutif. Et puis, il faut évidemment du contre-pouvoir. Justement, sur le contre-pouvoir, est-ce que, Nathalie, vous avez dit qu'il y a des recommandations européennes, mais les GAFA, ils vont suivre ces recommandations européennes? Comment on va pouvoir faire quoi que ce soit là-dessus? Je veux dire, est-ce qu'ils sont obligés? Est-ce que finalement, ils peuvent les contourner totalement? On les entend trembler déjà. On peut toujours, c'est comme si vous me demandiez, est-ce que Nathalie, vous traversez toujours quand le petit bonhomme, il est vert? Non, je passe aussi au rouge, comme nous tous. À partir du moment où on a les moyens de payer les amendes, on peut contourner ce qu'on veut. Donc effectivement, il n'y a aucun risque, aucune chance plutôt, que ces réglementations soient correctement appliquées. Quand vous me demandiez qu'est-ce qu'il y a au-dessus des GAFAM, il y a les satellites. Ils dépendent des satellites. Donc ils dépendent des lanceurs et des entreprises qui placent les voyageurs dans les lanceurs, tout simplement. Les promesses de Microsoft avec Health Data Hub, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Quand vous disiez tout à l'heure, à juste titre, qu'on va pouvoir accéder aux données des Français grâce à Microsoft, pourquoi? C'est grâce à une loi américaine qui s'appelle le Cloud Act, Cloud en capital, en anglais, après je vais vous le traduire, Clarifying the Lawful Use of Data, the Lawful Overseas Use of Data, c'est-à-dire clarifier l'utilisation légale des données à l'étranger. C'est assez ironique quand même comme titre. C'est une loi qui était très très longue, où il y avait 1 ou 2 articles qui se baladaient et qui prévoit justement qu'à partir du moment où une entreprise américaine se trouve à l'étranger, on doit pouvoir leur demander les données qui y sont. Et c'est comme ça que les données de nous tous, Français, données de santé, très précieuses et très discriminantes, vont pouvoir être ouvertes et basculées aux États-Unis
parce que Microsoft les gérera. Donc c'est effectivement assez scandaleux. Sur cette question, on est dans ce qu'on appelait autrefois la haute trahison. Il se trouve que je suis président d'une société savante. J'ai envoyé 2 personnes dans une réunion qui était faite pour nous éclairer sur le Health Data Hub, en contestant par écrit et par l'intermédiaire de ces 2 personnes le fait que toutes les données de santé des Français allaient être confiées à Microsoft. Et on nous a répondu par le mépris, mais vous n'y comprenez rien, c'est le seul qui est capable de gérer. Et d'ailleurs, c'est fait et c'est clos. Et donc, ça s'appelle de la haute trahison. Nous n'avons, nous, citoyens, aucun moyen de nous défendre contre cela. C'est fait par une élite très méprisante qui a décidé que c'est comme ça et circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, je trouve que ça mériterait qu'on porte plainte pour haute trahison. C'est absolument anormal qu'on nous explique que ces données ne peuvent être traitées que par Microsoft et qu'il n'y a que cet opérateur-là dans le monde qui soit capable de traiter ces données. Juste une précision, j'ai l'impression d'être Élise Lucet, mais on les avait invités l'année dernière et cette année aussi à participer au Forum européen de bioéthique, le Health Data Hub. Et donc on était en contact avec eux, mais ça n'a effectivement pas donné lieu à une venue. Non, mais Israël, tu as raison, sauf que je pense que il ne faut pas baisser les bras. On est encore dans une phase où bien sûr, le démarrage va se faire avec Microsoft, pour des raisons qui ont été déjà indiquées. Et c'est de se donner la garantie, d'abord, que ça peut-être se modifier. Hein, c'est pas évident. Et puis qu'on ait un certain nombre de garanties dessus. Là où je te suis, c'est que tout ça s'est fait en top-down. Et que ça s'est fait par un petit nombre de gens qui, au prétexte de l'efficacité et d'avancer, ce qu'on peut comprendre, hein, on va plutôt dans une bonne direction de constituer ça sur un modèle français, le fait dans des conditions où il n'y a pas, je dirais, une discussion citoyenne, alors que ça vous touche tous. Hein, on a l'air d'en parler comme ça, mais gentiment, mais ça va tous vous toucher. Hein. C'est à partir du moment où vous serez consommateur ou usager de santé, un Doliprane à la pharmacie, vous allez rentrer dans l'ensemble de ça. Et donc c'est une vraie question de démocratie participative. Et on ne s'est pas donné les moyens de le faire au prétexte de la rapidité et de l'efficacité. Alors, il y a un certain nombre de contre-pouvoirs qui sont en train de beaucoup bouger en ce moment, donc ce n'est pas tout à fait terminé. C'est bien qu'on en parle à Strasbourg. Mais les amoureux de la francophonie l'avaient vu venir. Parce que c'est le Health Data Hub, c'est tout de suite, c'était international. Il y a une question qui concerne et qui pourrait faire en sorte que les Français se bougent, c'est la disparition complète et immédiate du secret professionnel. 3 petites anecdotes. Dans mon service, une de mes collaboratrices a eu un cancer du sein. Il y a eu 51 personnes du service qui sont allées regarder le dossier en interne pour voir quel était son pronostic, etc. Je n'ai pas de moyen de me défendre contre cela. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième anecdote, c'est que tous les hôpitaux veulent récupérer des actes et font agir dans les archives hospitalières des boîtes privées pour voir si on a bien facturé tous les actes et récupéré, en l'occurrence, des millions d'euros. Ces boîtes peuvent très bien avoir comme clients, par ailleurs, des assureurs et leur donner des données sur qui a le sida et qui a une maladie sexuellement transmissible, etc. Et pour moi, la disparition du secret professionnel se fait en loose day, comme disent les jeunes, sans que ce soit quelque chose d'acté démocratiquement. Et je pense que tout le monde tient un secret professionnel. J'ajoute pour terminer que dans ma voiture, il y a une espèce de petit machin qui regarde si je suis vigilant et si j'ai les yeux ouverts. Jusqu'à présent, ça ne me gênait pas. Mais si ma voiture se met à communiquer mon degré de vigilance à mon assureur, on rentre là dans quelque chose de totalement inacceptable. Et ma question à la table ronde, c'est faites gaffe aux GAFAM. D'accord, on fait gaffe, mais
Comment on se défend contre quelque chose qui est contre un lasso qui vient de nous tomber sur le cou et dont on ne peut pas, nous, petits citoyens, se défaire? Différemment. On consomme différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser leur technologie, leur plateforme. Il y a pratiquement une alternative à tout ce qu'ils proposent. Après, oui, c'est moins intégré, parce que la suite Google, par exemple, bon, bah, c'est facile, j'ai toute la suite Google et tout ça. Mais vous prenez une association qui s'appelle Framasoft, donc c'est une association qui promeut le logiciel libre. Eh ben, Framasoft, ils ont pratiquement développé un logiciel équivalent à tous les logiciels existants et toutes les plateformes existantes aux différents GAFA. Et vous avez énormément de gens. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une éducation populaire à faire sur le numérique, sur l'importance des choses. Et puis après, bah, il faut rester vigilant. Hein. Oui, le dossier du Health Data Hub, alors il y a déjà eu des victoires. Hein. Il y a déjà des données qui devaient migrer qui au final ne migreront pas. Je peux vous dire que les hôpitaux ne sont pas prêts de donner leurs données. Ça gueule aussi à ce niveau-là. Après, il y a une action en justice qui est même en train de se préparer. Parce que oui, ils ont soi-disant pas besoin d'un appel d'offres parce qu'il y avait un truc qui traînait dans une centrale d'achat et tout ça. Enfin bref, il y a une vraie lutte. Je pense qu'il faut rester vigilant et puis je pense qu'il faut consommer différemment. Mais aujourd'hui, je pense que les comportements consommateurs sont extrêmement importants. Il y a une initiative que j'adore, alors qui n'a rien à voir avec la santé, qui s'appelle « C'est qui le patron ?» Vous avez tous entendu parler de la crise du lait. Le lait qui est payé pas assez cher en fait aux producteurs et du coup bon bah les gens voilà les producteurs ils vivent pas assez bien de leur lait. Et ben il y a un mec il était demandé en fait aux producteurs il vous faudrait combien en plus par litre de lait en fait pour bien vivre. Il lui a dit 9 centimes. Il a dit OK donc moi ça me coûterait moins de 5 € en plus par an pour que toi tu vives bien. Ouais c'est ça. Et ben il a créé une marque qui s'appelle C'est qui le patron? Et à la base, ils ont commencé avec le lait. Ils avaient prévu d'en vendre, je ne sais plus combien, de centaines de milliers de litres. Ils en ont vendu 12 millions la première année. C'est le plus gros lancement dans le secteur agroalimentaire qu'il y ait jamais eu. C'est une initiative de producteurs et d'un petit génie du marketing qui avait déjà fait les gueules cassées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces fruits et légumes moches qui étaient vendus moins cher, parce que juste ils étaient moches, mais on s'en fout, c'est le même goût. Et après, il a fait ça en fait sur plein d'autres choses. Et les pouvoirs publics sur la crise du lait n'avaient jamais réussi à tordre le cou à Lactalis en disant tu vas payer le lait plus cher. Et ben, ils ont fait une initiative consommateur en fait pour faire ça et ça cartonne comme jamais ça a cartonné. Et je pense que ce comportement-là, et qui plus est dans le numérique où vraiment vous imaginez pas le nombre de ressources open source qui existent et qui font des choses incroyables. Parce que c'est la culture de l'open source est née de cette culture numérique. Je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses sans ces acteurs-là. Alors oui, parfois c'est peut-être un petit peu plus de travail, c'est peut-être un petit peu moins intégré tout ça, mais voilà, il y a vraiment des alternatives aujourd'hui à pratiquement tout. Moi, je voudrais rajouter quelque chose qui paraît un peu à part, mais qui est assez essentiel quand même. Au cours des 25 dernières années, en France, en Europe, on a fait d'importantes avancées sur ce qu'est la notion de recherche clinique et thérapeutique et chez l'homme et la participation du patient, où on a construit avec les patients finalement la notion de passage devant un comité d'éthique ad hoc quand on dépose un projet de recherche, et ensuite avec un consentement éclairé du patient, parfois complexe, à participer à un protocole de recherche. Et ça représente pour certaines pathologies un pourcentage important de patients. Et c'est comme ça que la recherche clinique avance dans une certaine mesure. Et donc on a mis, ma génération, moi, a mis beaucoup de temps à construire tout ça. Les médecins ne l'acceptaient plus ou moins bien au départ, et c'est une vraie construction avec les citoyens et les associations de patients en face. Puis là, tout va être bousculé. Tout va être bousculé. C'est-à-dire que la notion même de grande cohorte sur laquelle on demande un avis aux patients pour entrer dans cette cohorte et être suivi, ou la notion même d'essai thérapeutique, elle va être chamboulée. Parce que le fait de rentrer dans des très grandes bases de données va permettre d'avoir une série d'informations
y compris sur l'efficacité, les effets secondaires d'un médicament et ce qu'on appelle les étapes successives de validation de mise sur le marché d'un médicament vont être profondément changées par rapport à la base de données. Alors les chercheurs, médecins, s'en rendent pas encore totalement compte parce que c'est tellement nouveau, c'est en train de chambouler le 25 ans de travail de construction citoyenne. Le citoyen, vous en rendez pas encore compte, hein, et ça pose la notion de qu'est-ce que veut dire finalement un consentement à partir de 2020. Hein. Comment ça va s'intégrer à la fois au niveau individuel, au niveau plus collectif et même par certains côtés sur des aspects juridiques. Donc c'est un vrai changement de paradigme qui, sur un point qui n'est pas que le soin, mais qui est soins et recherche, mais sur lequel c'était un de nos grands enjeux en France, hein, quand même, de la médecine française de haut niveau, eh bien ça va changer la donne. Voilà. Les questions du public. Oui, le consentement, la RGPD, premièrement, qu'est-ce qu'elle pèse face au Cloud Act et à l'extraterritorialité du droit américain qui nous rançonne récemment, Airbus, etc. Le consentement, quand maintenant on rentre sur un site, on vous demande de cliquer, est-ce que vous êtes d'accord pour accepter les cookies? Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas utiliser ce site. Donc c'est effectivement, on est informé, mais est-ce que pour autant on est protégé? Je ne crois pas. Troisième point, effectivement, c'est en décembre qu'on a appris avec un certain nombre d'articles dans Le Monde ces négociations extrêmement avancées, peut-être déjà conclues avec Microsoft, entre le gouvernement français et Microsoft, apparemment sans appel d'offres, sans quoi que ce soit, sans que les instances qui sont censées protéger le secret médical se manifestent. J'ai questionné quelqu'un qui me disait être informé au niveau de l'ordre des médecins, qui m'a dit mais il n'y a aucun problème, ça ne concerne que la collecte épidémiologique, ne se rendant pas du tout compte des enjeux économiques et commerciaux qui sont là derrière, alors que la directrice du hub en France essaye d'aguicher d'ailleurs les instances en leur disant mais on pourrait peut-être vous faire profiter aussi de certains revenus commerciaux que ce hub va nous procurer. Hein. Peut-être vous pourrez en bénéficier au niveau de la recherche, etc. Donc les bénéfices commerciaux, les intérêts commerciaux des laboratoires, des fabricants de matériel médical et des assurances sont évidents et devraient être connus du gouvernement français. Alors qu'est-ce que peut faire le citoyen français? Qu'est-ce que peut faire le professionnel déjà? Ce serait important qu'il se positionne là-dessus, qu'il essaye de bloquer la machine pour qu'on revienne sur ces accords s'ils sont déjà conclus. L'ordre des médecins devrait, et le comité d'éthique aussi, devrait se prononcer fermement pour qu'on revienne là-dessus. Et les simples garanties, des promesses que fait Google, comme vous disiez, elles ne comptent que elles n'engagent que ceux qui les croient. Moi, je n'ai pas tous les éléments de réponse. Je pense qu'il y avait une question très juridique. Hein, oui, on va boucler ça rapidement. Voilà, et puis j'avais sur votre interpellation. Merci. Je vais répondre aussi par rapport aux véhicules autonomes et au fait que vous avez soulevé un point. Concernant le consentement, oui, il nous faut un consentement, on dit en droit, libre et éclairé. Bien sûr, quand on clique sur « j'accepte les conditions d'utilisation », comme on le fait tous, on ne clique pas sur l'hyperlien. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment qu'on va lire du langage juridique et que les juristes font peur, ils emploient des termes pas très faciles à lire, et en plus, il va y en avoir beaucoup. Les condamnations sont tombées, par exemple, concernant Google, parce que ces conditions d'utilisation étaient trop complexes. Il fallait systématiquement cliquer sur plein de liens pour avoir une vision globale
de ce à quoi on consentait. Donc, c'est toujours la même contrepartie. Il y a des actions qui sont intentées contre plusieurs entreprises parce que voilà, le consentement n'est pas libre et éclairé. Donc, en fonction du marché, de la taille du marché, de l'impact que ça a sur X utilisateurs, il y a une amende. Donc, c'est la seule réponse qu'on peut proposer pour le moment. En revanche, dans le domaine médical, on doit être sûr qu'on a bien affaire à la fin à un professionnel de santé qui va valider la décision médicale. Ça paraît évident. Sur le véhicule autonome, très brièvement, avant de vous passer la parole, il y a eu des expérimentations en France sur les véhicules autonomes. Bien sûr, on s'est posé la question de qui accédera aux données et à quelles données, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé juste avant l'incident pour distribuer les responsabilités et obtenir réparation de préjudice. On a estimé qu'il fallait avoir accès aux données avant l'impact, l'incident, dans un délai de 5 minutes précédant l'impact. Et dans la loi sur les nouvelles mobilités qui a été adoptée en décembre 2019 par la France, on a une vision très claire de quelles données, pour quelle finalité, volant de vocabulaire du RGPD, et pour quel destinataire. Et là, moi j'ai réussi à en tirer un tableau synoptique assez clair, et on voit très clairement, la loi exclut directement les assureurs et les tiers qui pourraient avoir un intérêt. Donc ça c'est déjà prévu pour les véhicules autonomes. On aura une loi prochainement, donc ce ne sera pas une loi, ce sera une ordonnance sur la responsabilité en particulier pour les véhicules autonomes. Donc on a déjà bien pavé le chemin et c'est une particularité de la France justement d'avoir bien anticipé ça. Alors après sur les différents impacts et que faire, la société civile, nous, etc. et peut-être exiger un score éthique de ces applications, de ces différents systèmes, comme on a aujourd'hui un score nutritionnel, de sorte à ce que ce soit très clair, très intelligible pour les utilisateurs. Moi, juste un commentaire. D'abord, pour qu'on ne se trompe pas, la mise en place d'un Health Data Hub en France est une bonne nouvelle. Enfin, moi, je n'ai pas de discussion là-dessus. C'est pouvoir rassembler, entre guillemets, un certain nombre d'informations cohérentes et que différents utilisateurs puissent le faire. Deuxièmement, c'est les conditions dans lesquelles c'est en train de se mettre en place qui posent une série de questions. À la fois des conditions au niveau technique, et je ne suis absolument pas compétent pour parler de ça, mais les spécialistes se posent un certain nombre de questionnements, indépendamment même du fait que ce soit Microsoft, et en particulier sur les aspects de confidentialité. Et puis, l'autre point, c'est sur l'objet même de ce que va être ensuite ce Health Data Hub. Vous citiez les relations avec business et santé, qui sont un point majeur, et vous le savez, indépendamment de ça, sur d'autres sujets également. L'instance publique, par exemple, avait, lors d'un de ses conseils d'administration, fait voter très solennellement que les données de santé de son hôtel de santé, de données, ne pourraient pas faire l'objet de commercialisation. Ça avait été acté de façon extrêmement claire. Et c'est là-dessus qu'un certain nombre de très grosses structures ont poursuivi. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne, dans un certain nombre de grands hôpitaux allemands, où il y a des visions qui peuvent être légèrement différentes. Et là, on est dans quelque chose dont on ne sait pas, qui est dans une mouvance. Alors, l'argument principal des gens qui portent, et du ministère, et de cette direction au sein du ministère, est de dire « mais vous allez freiner quelque chose sur lequel il faut aller. Et à force de vous poser des questions, vous allez freiner. » Je pense qu'il est important qu'on prenne un peu le temps de savoir où on va entraîner les Français avec cette grande base de données. Bon. Et c'est en train de bouger, c'est clair, peut-être avec un peu de décalage, mais c'est en train de bouger entre les différents organismes de recherche, entre l'Académie de médecine, entre le CCNE du numérique. Il y a une série de réactions qui sont en train de se produire. Et je n'irai pas plus loin. Voilà. Oui. Bonsoir. Donc je commence par la partie la plus fastidieuse, la plus négative. Je ne suis pas du tout d'accord avec la position que vous soutenez, vous, jeune homme. Vous rendez un grand service, un énorme service aux GAFAM. Et je rejoins entièrement l'intervention de M. Israël Nissan, qui a intervenu tout à l'heure.
Donc, du coup, je vous pose une question très simple et vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous et je vais expliquer vite fait en 40 secondes. Donc, la question est la suivante. Comment protéger nos données quand ils sont aux mains des entreprises numériques des entreprises privées, qui de plus sont aux États-Unis, dans un autre pays? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc, je répète la question. Comment protéger les données de Français ici présents ce soir et de tous les autres quand ils sont aux mains des entreprises privées qui de plus sont dans un autre État, dans les États-Unis? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Donc je tiens à vous dire que la connaissance, le savoir, les données sont du pouvoir sur vous. Donc il est presque impossible. Bien sûr que l'utilisateur, on pourra lui demander de ne pas faire ceci, ne pas faire cela, mais il sera obligé d'utiliser des ordinateurs, il sera obligé de se connecter, et tout le monde le fait. Donc dire que c'est vous qui allez faire toute la part et que l'intelligence artificielle finalement c'est pas si grand chose, puis que GAFA ils sont pas si loin que ça, donc pour moi c'est pas du tout cohérent avec la réalité. Donc du coup la question elle est très simple, comment protéger? Ou faut-il peut-être faire ça en Europe? Et là je vous rejoins, c'est une très bonne chose et il faut le faire même pas dans le privé mais par l'État. Pour que les citoyens puissent protéger leurs données, ça doit être l'État français ou l'Europe, l'Union européenne qui protège leurs données. Donc c'est ça mon point de vue. Si vous êtes contre ce point de vue, pour moi c'est l'Europe qui doit protéger nos données, dites-le, mais expliquez-nous comment vous allez protéger nos données aux États-Unis aux mains des entreprises privées. Je suis curieux de savoir comment. Alors, j'ai pas souvenir que ça a été dit, mais on a le replay. C'est comme au football, on pourra aller vérifier. J'ai probablement du mal m'exprimer parce que c'est pas du tout ce que je pense. Je ne dis pas qu'il faut donner, justement. Je dis il y a des tonnes d'alternatives aux logiciels et aux sites qu'eux mettent à disposition. Et du coup, si vous n'utilisez pas leur site et leur logiciel, ils ne peuvent pas capter vos données. Tout simplement. Les données de santé, évidemment, appartiennent à chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous. Si elles sont bien anonymisées, ce sont des volumes de données médicales qui ont un gros intérêt pour la recherche et pour la recherche dans le sens de retrouver de nouvelles pathologies et de nouveaux traitements. Si vous avez des sociétés compétentes, je ne vais pas m'amuser à faire la publicité pour Microsoft, puisque vous venez d'attaquer très largement Microsoft. Je ne vais pas être le seul à vouloir défendre Microsoft, je n'ai aucun intérêt particulier, mais Microsoft a un pouvoir financier que peu de sociétés ont en Europe pour pouvoir développer effectivement, de façon anonyme, j'entends, la recherche et la découverte de nouvelles pathologies. Donc pourquoi s'offusquer forcément, si les datas sont bien anonymisées, d'être face à des sociétés qui ont une capacité à trouver des nouveaux diagnostics? Jusqu'à maintenant, les découvertes se sont faites beaucoup en médecine sur l'intuition des médecins ou l'intuition des chercheurs. Désormais, l'intuition aidera sûrement toujours, mais il sera nécessaire de s'appuyer sur ce que le cerveau ne peut pas connaître, c'est-à-dire des volumes de données gigantesques. Et c'est comme ça qu'on va découvrir les prochaines maladies. Peut-être découvrira-t-on d'ailleurs les solutions aux problèmes actuellement en Chine grâce à l'intelligence artificielle combinée à de la génétique. Donc je ne vois pas pourquoi on s'oppose de façon aussi systématique si les datas sont bien protégées, encore une fois, et si on peut découvrir pour vous tous et nous tous de nouveaux traitements, de nouvelles pathologies et de nouveaux vaccins. C'est un peu une peur ancestrale de se dire on va pas vous voler vos datas parce qu'elles sont anonymes, encore une fois, on va essayer de trouver des solutions médicales à des nouvelles maladies ou des nouveaux traitements. Et c'est quand même ça ce qu'il faut considérer, que demain la recherche, ça n'est plus la recherche d'autrefois, c'est de la recherche qui doit s'appuyer sur des très grands volumes, et il n'y a que des très grosses sociétés. Ici, c'est pas Microsoft, ça sera les Chinois. Et moi, je préfère encore que ce soit Microsoft que les Chinois, parce qu'il n'y a pas tellement de sociétés qui sont capables. Non, pas de... Pardonnez-moi, vous avez utilisé 5 fois le mot anonyme. Or, il y a de nombreuses publications qui démontrent que l'anonymat sur des bases de données comme ça est rompu en 10 secondes. C'est-à-dire qu'il suffit de croiser une adresse, même pas une date de naissance, un âge et une pathologie, et vous savez qui c'est.
Et donc, je ne fais pas confiance à ce que vous venez de dire sur si c'est bien protégé. Rien n'est protégeable aujourd'hui en termes d'anonymat sur ces bases de données. Si c'était bien protégé, on pourrait faire confiance. Mais ça n'existe plus, ça. C'était dans le temps d'avant. En même temps, tous les jours, les gens donnent toutes leurs datas sur les réseaux sociaux de façon extrêmement, je l'ai dit avant, envoient leur code génétique. Donc c'est possible qu'on puisse désanonymiser. Mais quel est l'intérêt forcément de désanonymiser, savoir que M. Tartampion qui habite à Strasbourg, quand on est à Seattle et qu'il a une pathologie X, c'est pas forcément, c'est une vraie peur. Je ne suis pas opposé, parce que effectivement je me pose comme vous des questions, mais je ne suis pas opposé à me dire si on fait les choses de façon honnête, et les Américains ont des structures très 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 vigilantes, peut-être plus que les structures françaises et européennes. Et donc, si on fait les choses honnêtement, et les GAFA n'ont pas, pour l'instant, ils n'ont pas été condamnés. Certaines GAFA ont été condamnées pour des pratiques illégales ou illicites, mais on n'a pas trouvé de choses extrêmement. Alors, on est en train de dire, il faut faire très attention aux GAFA, il ne faut pas le. Oui, mais pour l'instant, on n'a rien découvert de très anormal. Et très sincèrement, ils sont parfois plus honnêtes que nous dans la recherche française. Juste un point. On est dans un vrai changement de paradigme technologique, on est tous d'accord. Et la question posée, c'est comment on pourrait basculer. Et moi, je suis assez d'accord avec votre approche de dire, bon, il ne faut pas non plus être dans le procès permanent. Hein. Je veux dire, on est avec une nouvelle technologie. Et une fois de plus, ce qu'on va monter en France est quelque chose d'intéressant et qu'on réclamait, hein, que les médecins et les professionnels de santé. C'est les conditions dans lesquelles ça se met en place et peut-être qui peuvent être affinées, surtout avec que l'ensemble des citoyens soient bien au courant de ce qui les attend là pour les années qui viennent. Puis l'autre point, c'est qu'à côté des GAFA, et ça a été évoqué, vous avez les assurances. Et c'est là où est l'enjeu qui commence. C'est-à-dire que l'intérêt, en effet, pour quelqu'un de Seattle de savoir que M. Dupont en Strasbourg, il est comme ça, aucun intérêt, ils s'en foutent. Hein. Par contre, la sous-boîte, etc., d'AXA liée avec tel truc de GAFA peut arriver à avoir un certain nombre de profils de risques que nous avons tous, hein, qui existent. Et je vous rappelle en tout cas que dans le modèle français, on est dans un modèle finalement de répartition, entre guillemets, et où les primes d'assurance ne sont pas en fonction du risque, hein, sauf quelques pathologies très particulières, hein, et qu'on peut basculer la donne à partir du moment où on a l'ensemble des données. Hein. C'est donc un changement, là aussi, très important qui pourrait arriver. Je me permettais juste de réagir. Israël Nizan a tiqué sur le mot anonymisation. Moi, j'ai tiqué un petit peu plus sur le mot recherche, puisque en France, en Europe, le chercheur, c'est quelqu'un qui va attendre peut-être au mieux du prestige, si vraiment, voilà, d'avoir son nom en tête de liste sur les auteurs. Il va attendre son salaire qui va lui arriver tous les mois. Mais par contre, des entreprises comme Microsoft ou comme Google, le moteur de recherche, pas le moteur, mais le générateur de recherche, ce qui va pousser la recherche, me semble-t-il, n'est en aucun cas la recherche, mais plutôt un moteur économique, un moteur financier. Peut-être que je me trompe et que les gens là-bas sont animés par d'autres volontés, mais il me semble que c'est au cœur du débat des GAFA. Ce qui fait peur quand les GAFA s'intéressent à la santé, c'est que la finalité n'est pas la santé. La finalité, à mon sens, est économique. Et c'est peut-être dans ce sens-là que c'est difficile d'associer le terme de recherche à ces entreprises dont la finalité n'est pas la recherche. Probablement qu'une partie des sociétés comme ça, mais en France aussi, toutes les sociétés qui font du commerce, c'est pour du profit. Je suis pas, encore une fois, je ne veux pas me faire l'avocat du diable en permanence, mais c'est vrai que ces sociétés sont là. Alors, si vous me disiez, ils ne payent pas leurs impôts, je dirais, ok. Mais qui veuille faire du profit ou gagner de l'argent, ça me paraît l'essence même de toute société. Je veux dire, tout le monde qui a une activité professionnelle essaye de gagner sa vie. Un commerçant essaye aussi de faire du profit. Donc si on respecte les règles, c'est quelque part leur faire un mauvais procès, d'autant qu'ils vont permettre de faire émerger des nouveaux diagnostics ou des nouveaux traitements. Et encore une fois, si ce n'est pas fait avec des Américains qui ont quand même des règles assez strictes, ça sera fait par les Chinois qui n'ont sûrement pas la même vision que nous et sûrement pas les mêmes règles.
Dans les choix, il n'y a pas que chinois Monsieur- ou américains. Hein. Il y a toujours la possibilité de travailler avec des Européens. Comme j'ai dit, la plupart des technologies, elles sont open source. Là, Microsoft, à la place de prendre Microsoft, on prenait OVH Cloud, c'était une société française, et voilà. On avait le même dispositif, avec probablement les mêmes velléités économiques, mais on n'était pas captif d'un GAFAM, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, Microsoft développe des technologies qui sont propriétaires. C'est-à-dire qu'ils ont la base de données Microsoft, les langages de programmation Microsoft et toutes ces choses-là. Donc partir en plus sur Microsoft, il n'y a rien de plus con pour être captif. Donc vraiment, on serait parti sur Google, que ça aurait été moins. Pourquoi est-ce que l'État a choisi? Moi, je vais encore une fois, je ne vais pas me mettre à la place de l'État. Je n'ai pas choisi quoi que ce soit. Je suis obligé de me faire. C'est pour des raisons Mais non, économiques qu'ils ont choisi. OVH est un groupe français. Alors pourquoi est-ce que vous me dites que on choisit un Américain alors qu'on a toute la technologie française en France? C'est pour des raisons soi-disant économiques. Ce qu'ils disent, c'est que chez OVH, c'était plus cher et qu'en plus, OVH n'avait pas les technologies à disposition. Les technologies, c'est faux parce que toutes les technologies qu'utilise Microsoft, vous avez les mêmes en open source, donc OVH pourrait très bien les télécharger sur Internet. Je pense qu'ils savent relativement faire ça. Et après, oui, ils sont moins chers parce que la stratégie aujourd'hui des GAFA sur le cloud, c'est de détruire les prix, de faire des prix extrêmement bas pour que tout le monde consomme chez eux, tuer tous les clients et développer des plateformes technologiques sur lesquelles après ils mettent à disposition énormément d'autres technologies à des prix cette fois-ci un peu plus élevés. Monsieur. Bonsoir. Vous venez de dire et de répéter qu'en open source on trouve à peu près tous les logiciels et autrement. Vous avez aussi dit que c'est une question d'éducation. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais comment allez-vous éduquer nos ados et nos pré-ados pour qu'ils n'aillent plus sur Facebook, WhatsApp, Twitter et tout ça, et qu'ils aillent sur un réseau social autre sur lequel ils auraient peut-être 1 ou 2 followers? Ça, c'est une première question. Une deuxième question au niveau des réglementations justement de l'UE. Je sais que l'UE actuellement est en train d'essayer de faire appliquer un chargeur universel aux fabricants de portables, de téléphones, et que Apple a déjà dit qu'il s'asseyait dessus. Donc voilà. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions, mais j'ai une question à poser à la salle qui va de votre sens. Qui utilise le moteur de recherche Quant, qui est un moteur de recherche français? Donc les autres utilisent malheureusement majoritairement. Donc en fait, on donne volontairement aujourd'hui aux GAFA beaucoup de data, parce que ceux qui utilisent Quant évitent de donner. Donc éduquer ces enfants, c'est commencer par éduquer les adultes. Alors, là où il y a peut-être une différence, c'est qu'il y a des visions individuelles et des utilisations individuelles où on doit respecter l'autonomie des personnes à choisir ou à ne pas choisir. Là, avec ce qui est en train de se monter, on n'est plus tout à fait dans l'individuel. On est dans une conception nationale, sur laquelle on a envie d'aller. Mais où donc, forcément, le type de question et les conditions dans lesquelles se crée le choix et les conditions doivent être, peut-être pour arriver d'ailleurs au même résultat, mais pourraient bénéficier d'une discussion plus claire pour tout le monde. Voilà. Tous les domaines ne sont pas équivalents. C'est-à-dire que quand je partage des trucs sur le canapé que je veux, machin truc, c'est pas la même chose que sur la santé. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les acteurs, pourquoi ils sont venus sur le domaine de la santé? C'est parce que quand vous voulez faire accepter des technologies qui sont extrêmement, justement d'un point de vue éthique, litigieuses, vous faites toujours sur la santé parce que vous expliquez aux gens que c'est soit on va pouvoir sauver plein de nouvelles vies, soit on n'aura pas mes technologies. Et donc, forcément, les gens les acceptent. C'est aussi une stratégie de déploiement de le faire sur la santé. Je le répète, l'intelligence artificielle, il n'y a pas pire outil d'intelligence économique. Si vous voulez vous faire piller tout votre capital économique d'un pays, bâtissez votre stratégie sur les GAFA et vous êtes sûr de vous faire détruire économiquement. Et sur la santé, il y a énormément d'alternatives. Il ne faut pas oublier que je peux choisir de ne pas acheter un canapé, je peux difficilement choisir de ne pas prendre mon traitement anti-cancer si j'ai envie de vivre. Donc on n'est pas sur les mêmes choix. D'un côté, on a des envies, de l'autre côté, on a des choix obligatoires à prendre. Et donc forcément, il y a des acteurs, je pense, différents à choisir. Et puis, on peut utiliser les technologies des GAFA sur certains aspects, et on peut aussi construire plus intelligemment en ayant des choix beaucoup plus libres, en choisissant des technologies d'infrastructure basse qui ne sont pas celles des GAFA. Et là, on aura une construction qui est beaucoup plus intelligente. Alors, je vais prendre votre exemple. Ouais.
Donc je décide de ne donner aucune data aux GAFA et finalement je garde tout chez moi et j'essaie de les exploiter comme je peux avec des sociétés comme je peux. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas sûr qu'on arrive. Bon. Demain, les GAFA, parce qu'ils ont beaucoup de data américaines, vont découvrir 2-3 diagnostics de cancer qu'on ne sera pas capable de diagnostiquer nous parce qu'on n'a pas réussi à faire exactement la même chose qu'eux. Donc, puisque je n'ai pas donné mes data, je n'ai pas le droit d'accéder à ces diagnostics. Pas forcément. Non, il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Si pas on forcément. Pas forcément. Je veux dire, ce qui est découvert dans un pays... Alors, ils vont vous le vendre très cher. Il ne faut pas non plus vouloir toujours... je fais rien, je donne rien, je garde tout, mais quand il y a quelque chose de bien, je veux bien le récupérer. Attention, c'est justement ce que il y a un moment où il faut je n'ai pas dit. Je pense que je dois avoir un problème avec mon micro parce que les gens entendent l'inverse de ce que je dis. J'ai dit, attention, on peut construire intelligemment, on n'est pas obligé de tout construire avec les GAFA, on peut utiliser parfois des non-GAFA et parfois des GAFA. C'est ce que j'ai dit. Et c'est pas parce qu'une recherche est faite dans un pays qu'elle n'est pas accessible dans un autre pays que je peux en bénéficier. Dernière question avant de conclure. Bonsoir. En fait, devant moi, j'ai que des hommes de bonne foi qui débattent. Et ce débat n'aurait pas lieu tout simplement si on revenait à la source du problème, c'est qu'on a peur des GAFA. Pourquoi on a peur des GAFA? Parce qu'ils ont tous les pouvoirs. C'est-à-dire que les pouvoirs entre États, par exemple, sont régis par des règles. Alors, je vais décomposer GAFA, G-A-F-A. On va considérer que chaque lettre est un État. Ne pourrait-on pas avoir avec ces lettres des rapports comme on a entre États, c'est-à-dire des rapports diplomatiques? La diplomatie, la diplomatie, c'est un art. Une des définitions de cet art, c'est avoir la capacité de parler à voix douce avec un bâton dans la main. Or, les États n'ont pas de bâton. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États européens, face à ces GAFA, n'ont pas de bâton. C'est ça la source du problème. Et vous êtes tous des hommes de bonne foi, très, très savants. J'admire vos propos. Mais là, vous êtes désarmés en tant que citoyens, comme nous tous. Et c'est un sacré problème. Alors moi, je pense que les prochaines élections, l'un des enjeux, ça pourrait être ça, effectivement. Quel est notre pouvoir en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique, face à ces fameux GAFA qu'on doit considérer comme des entités. Ce sont des consortiums, mais on doit les considérer comme comme des personnes qui ne sont pas au-dessus comme des institutions qui ne sont pas au-dessus des lois et qui ont, vous avez compris la question. Sur le domaine de la santé, on n'est pas totalement désarmé. Parce qu'on vous l'a on vous l'a dit au début, les bases de données françaises, par exemple, en raison du niveau, entre guillemets, de prise en charge, qui sont à peu près du même niveau que celles aux US, sont la plus grosse base de données disponible pour contrôler, entre guillemets, vous savez, quand on a des bases de données, il faut toujours qu'il y ait un contrôle dans un autre modèle pour appuyer finalement la construction de ce qui va se faire. Eh bien, les Anglais ne peuvent pas le faire, les Allemands, c'est par l'Ender, des pays qui sont équivalents aux nôtres, comme le Danemark, comme les pays du Nord, ont des bases de données qui sont beaucoup plus faibles, et la Chine va y venir, mais avec un niveau de prise en charge médicale qui est quand même très inférieur, et on est en train de le voir en ce moment. Sur ce point très précis, ce qu'on est en train de ce qu'on peut proposer là et ce qui est en train d'être discuté en France, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement constructif pour le modèle français, mais c'est aussi la plus grosse base de données qui va être disponible. Et avant de la discuter avec d'autres partenaires, il faut bien y réfléchir, c'est tout. Voilà. Alors, 2 points avant de vous remercier et de conclure. Tout d'abord, c'est vrai qu'on fait un peu la boucle avec les conférences qu'on a eues hier soir. C'est-à-dire, on est tous sous influence de notre striatum. On sait que c'est pas bien. On sait qu'il faudrait utiliser un moteur de recherche qui n'est pas le moteur de recherche anglo-saxon. On sait qu'on devrait aller sur d'autres sites que Netflix, etc. Mais c'est difficile de se réfréner dans ces activités qui sont quasiment gratuites ou presque et qui sont financées par le fait qu'on soit un produit. Je vais terminer avec une question Internet et je vais adresser cette question à Laurent Schmoll. La santé connectée peut-elle faciliter l'accès aux soins pour les personnes vivant dans des zones de désert médical? C'est gentil de me poser cette question. Oui, d'abord la santé connectée, il y a plusieurs choses. Il y a les objets connectés, donc les objets, le tensiomètre, le glycomètre, tout ce qui va remonter de la data.
qui va la remonter sur des clouds, anonymisés pour le coup, ou à votre médecin traitant, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'il va avoir en temps réel vos données. Donc effectivement, la santé connectée a un vrai pouvoir déjà de rapprocher le patient citoyen de son médecin, de sa CPTS, qui sont les communautés de praticiens médicaux par région maintenant. Donc oui, la santé connectée a des possibilités de désenclaver déjà, mais même dans les villes, pour ces datas et pour ces objets connectés. Mais surtout la télémédecine, évidemment, a un intérêt fantastique, sachant que les plus grands déserts médicaux sont certes les campagnes, mais également les centres-villes, où les médecins ne viennent plus forcément parce qu'il est compliqué de se garer, et j'ai des exemples très précis, où les médecins, ayant une difficulté à se garer en plein centre-ville, préfèrent demander à SOS Médecins de se déplacer plutôt que les médecins traitants habituels du patient. Donc, que ce soit la télémédecine, que ce soit les objets connectés, oui, je pense qu'effectivement, les nouvelles technologies et les objets connectés vont largement désenclaver et améliorer les déserts médicaux. Enguerrand-Abrand, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, totalement d'accord, oui. On rend plus accessible l'expertise, parce qu'elle n'a plus une contrainte physique. Oui, totalement d'accord avec ce qu'il en a dit. Mais justement, j'ai une autre question que je voulais poser depuis tout à l'heure. C'est par rapport aux fake news et par rapport justement aux injonctions aussi que l'intelligence artificielle met un petit peu en place dans tout ce qui est rentré, dans tout ce qui sort, dans tout ce qui peut être partagé, d'injonctions de vie, de bien-être, avec des patients qui finalement, comme pour les likes, peuvent être dépressifs ou avoir l'impression d'avoir raté leur vie ou d'être dans une situation complexe. Donc, je veux dire, il est vrai que, est-ce que justement cette connexion est bien, la télémédecine est bien, mais il y a toujours cette connexion, je dirais, présentielle avec le médecin qui peut quand même apporter des choses qu'on n'a pas forcément par une médecine connectée. C'est clair que ça ne va pas remplacer la médecine physique, c'est un complément. C'est un complément pour les pathologies chroniques, pour les suivis à distance, pour les pathologies post-opératoires, pour certaines choses. Il n'est pas question de dire qu'aujourd'hui ou demain, la télémédecine va faire 100% de la médecine physique. C'est un complément. Et à la télémédecine va s'associer probablement aussi de l'intelligence artificielle. Je vais même aller un peu plus loin. L'intelligence artificielle a remarqué que pour certaines pathologies neurologiques, certains mouvements, des mimiques et des choses comme ça, étaient pathognomoniques de certaines maladies que ne pouvait pas observer le médecin, qui était pourtant en face du patient. Et donc, en fait, en télémédecine, en filmant les gens, puisqu'ils sont à distance, ils sont vus par vidéo, assisté d'intelligence artificielle, il sera possible de diagnostiquer des choses qu'on ne pourrait pas diagnostiquer en face à face. Et peut-être même qu'un jour, dans les cabinets médicaux d'un neurologue, on filmera le patient parce qu'il aura, par certaines mimiques ou certains mouvements faciaux, fait naître un diagnostic potentiel que le médecin, encore une fois, en face de lui ne pourra pas voir. Donc, effectivement, le rôle du médecin n'est absolument pas de disparaître. Au contraire, il est de persister et de s'associer à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. Alors, il me reste à vous remercier pour la clarté de vos propos. Et une fois de plus, on repart avec plus de questions que de réponses. Et je crois que c'est ce qui fait l'identité du forum. On vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour les nanotechnologies.